En apparence, en théorie et en droit, et trop souvent le droit est réduit aux apparences et à la théorie, les choses sont claires. D'un côté, l'État peut se définir comme la réunion de trois éléments, d'abord une population, ensuite un territoire, enfin une organisation politique et administrative. Et puis de l'autre, et c'est tout aussi évident en apparence, l'État est souverain. Cette souveraineté a deux dimensions, une dimension interne qui permet à l'État d'édicter des normes contraignantes à l'attention de la population concernée et, le cas échéant, d'exercer une forme de contrainte sur celle-ci. Seconde dimension, elle a déjà été évoquée, bien sûr, à de nombreuses reprises, une dimension internationale qui permet à l'État de s'engager avec d'autres États et ou d'intégrer des organisations internationales. Il en a hier et ce matin été beaucoup question et de traités et d'accords et d'organisations internationales et régionales. Cette souveraineté, elle permet aussi, et c'est ce qui nous réunit hier comme aujourd'hui, de déclarer la guerre et puis de signer la paix. En pratique, on imagine volontiers qu'il en va très différemment. Et ce, pour de multiples raisons. D'abord, au cours des 30 dernières années, l'ancrage de la souveraineté étatique sur un territoire uniforme, là aussi, il en a déjà été beaucoup question, a été contesté. D'une part, et pour faire très court et schématique, l'expérience de la mondialisation a pu conduire certains à douter de la pertinence des États-nations et de leur existence. D'autre part, des travaux académiques, notamment sur les empires coloniaux, ont pu montrer que la souveraineté, loin d'être aussi homogène que ne la décrivent certains juristes, peut s'exercer à différents degrés, peut se concevoir de manière plurielle, de manière feuilletée, pour reprendre le terme d'un collègue. Ensuite, et cela a été vu ce matin, le cyberespace a pu contester d'une certaine manière la souveraineté des États en même temps qu'il devenait pour eux un enjeu d'appropriation. Enfin, la question a pu récemment se poser de savoir si une souveraineté européenne pouvait naître de la guerre en Ukraine. La réalité est donc bien plus complexe qu'un premier regard peut le laisser penser, d'où l'intérêt de l'interdisciplinarité pour confronter les savoirs, d'où l'intérêt de ne pas se limiter à l'étude du présent pour mieux saisir celui-ci, pour mieux le mettre en contexte. Et c'est précisément de cette manière, sur la forme et sur le fond, qu'a été conçue cette table ronde. Et je suis très heureux d'animer celle-ci et surtout de ne pas trop parler afin de laisser la parole aux différents intervenants de celle-ci que je remercie. Alors je vais les mettre en garde, comme l'a fait Yann Richard, sur le respect du temps et sur ma capacité à exercer la police de la parole. Et je vous propose de prendre dans l'ordre des interventions figurant sur le programme celle-ci. Et l'on commence par un duo. Grégory Daho, maître de conférences en sciences politiques dans cette maison à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Luc Klein, qui est professeur de droit public à l'université de Reims, pour une communication à deux voix. Les armes cèdent-elles toujours à la toge l'exercice de la souveraineté entre civils et militaires? Je ne laisse pas seulement la parole, je laisse également ma place. Merci, Monsieur le Président. Alors, il est de bon ton, pour paraître intelligent, de commencer par du latin. Je commencerai donc par deux formules latines, ultima ratio regis et sedent arma togei. Alors, ultima ratio regis, le dernier argument des rois, pour commencer, c'est la devise que Louis XIV avait fait graver sur ses canons. Elle traduit un principe fondamental de la construction de l'État moderne, que les travaux classiques de sociologie politique ont depuis longtemps mis en lumière, celui de la consubstantialité entre la guerre et la souveraineté. Pour résumer, faire court, l'État affirme la guerre comme étant une prérogative exclusive de la souveraineté et donc de lui-même en tant qu'État souverain. Seul l'État fait donc la guerre ou prétend être le seul à la faire. Mais comment la fait-il, cette guerre? C'est-à-dire comment exprime-t-il la violence des armes pour contraindre la volonté d'un autre acteur politique? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans une spécialisation progressive au sein de l'appareil d'État
d'une institution qui va être chargée de cette fonction spécifique et qu'on appelle génériquement la force armée. Et sa spécificité à cette force armée, elle va se traduire par l'élaboration, là aussi très progressive, d'un véritable statut juridique propre qui témoigne de son exceptionnalité et qui aboutit dans la figure moderne du militaire. Ainsi donc, assise au cœur de l'État pour assumer la fonction de guerre, la force armée, composée de militaires, est un outil à disposition du pouvoir d'État. Et dès lors, rien ne s'oppose à ce que le pouvoir d'État emploie cette force armée pour d'autres fonctions, pour d'autres fins que celles qui lui a historiquement donné naissance. Et donc, j'en arrive à la seconde formule de cette introduction, Sedent arma togei. Que les armes cèdent à la toge, on connaît tous cette célèbre maxime de Cicéron, et qui concerne les relations entre ces militaires, justement, et les titulaires du pouvoir de l'État, et qui traduit un principe, celui du contrôle des premiers par les seconds, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contrôle civil de la force armée. Alors d'où vient-il ce contrôle civil? Comment l'expliquer? Ici, j'aime bien employer une formule de Bernard Champoux dans la droite ligne des travaux de l'américain Samuel Feiner, qui nous met sur la voie quand il dit que le contrôle civil de la force armée résulte d'une nécessité pratique. Parce que le contrôle civil de la force armée peut se comprendre comme une conséquence de la division sociologique du travail qui a amené dans toutes les expériences de société politique à l'émergence d'un principe de légitimation du pouvoir extérieur et supérieur à la force des armes. Et à cet égard, les États contemporains n'ont finalement rien inventé. En subordonnant la force armée à la volonté d'une nation déclarée souveraine, c'est le modèle de la France républicaine, ou à l'idéologie politique d'un parti politique, comme en Chine actuelle, finalement, en faisant cela, ces États s'inscrivent dans une histoire longue, celle du contrôle civil de la force armée comme principe d'organisation de l'État. Et en termes juridiques, dans le cadre étatique moderne, le contrôle civil se traduit par un principe d'organisation de l'État, justement celui que j'avais appelé dans mes travaux le principe de suprématie civile, et qui se retrouve au cœur de traditions constitutionnelles extrêmement diverses de par le monde. Finalement, si le contrôle civil de la force armée se présente comme une constante, il en ressort qu'appréhender les relations entre autorité militaire et autorité civile revient en définitive à étudier comment, pourquoi, sous quelle forme et avec quelles limites telle société politique à telle époque, à tel endroit, a réussi ou échoué à organiser le contrôle civil de sa force armée. Oui, alors, pour enchaîner, les études civilo-militaires, c'est-à-dire la littérature qui se consacre à cette question de comment peut-on assurer un contrôle démocratique des forces armées, est une littérature qui est héritée des États-Unis et de la période du complexe dit militaro-industriel après la Seconde Guerre mondiale. Et en gros, dans les études civilo-militaires qui sont très normatives et très prescriptives, on a deux modèles. Soit vous séparez l'armée du reste de la nation, le principe du cantonnement. Vous en faites des professionnels du management de la violence et vous estimez que c'est une manière d'éviter l'intrusion du militaire dans le politique, mais aussi l'intrusion du politique dans la conduite de la guerre. Vous avez un autre modèle un peu opposé qui est plutôt le modèle de la convergence, qui va dire c'est pas la bonne solution. Pour éviter un coup d'État, pour éviter la montée en puissance d'un général qui aurait trop de pouvoir, il faut mélanger le plus tôt possible la formation des élites civiles et des élites militaires. Et la conscription serait notamment un moyen de réduire le fossé entre une élite politique forcément libérale et une élite militaire forcément conservatrice, avec tous les problèmes que ça pose. Pour autant, au plan empirique, le cas français et le cas américain sont parlants. Ni la professionnalisation ni la conscription ne garantissent mécaniquement un meilleur contrôle des forces armées. C'est un principe important. Aujourd'hui, avec Luc, autant ce principe de la suprématie civile est affiché en lettres, dans le marbre de nos institutions et de la plupart des démocraties occidentales, ce qu'on aimerait prouver, c'est que cette évidence devient peut-être un peu moins évidente, qu'on assiste à un effritement, pas forcément une remise en cause frontale, mais que cette évidence peut être un peu travaillée différemment aujourd'hui. On a 4 points à vous proposer et on essaiera de sortir du cas franco-français. Le premier point, le premier argument sur cette idée, non pas d'une remise en cause, mais d'un effritement du principe de suprématie civile, c'est d'abord la permanence des régimes d'exception qui sont les nôtres, en particulier dans le cas français. Alors, la proclamation de l'état d'urgence intervient après les attentats du Bataclan en novembre 2015. Il faut bien comprendre que cette proclamation est précédée de la mise en œuvre de l'opération Sentinelle en janvier 2015, suite aux attentats de Charlie. 10 000 hommes sur le territoire, c'est une première en France depuis 1961, qui n'est pas une date anodine, c'est la guerre d'Algérie. On rappellera aussi que 10 000 hommes sur le territoire, c'est davantage que toutes les OPEX cumulées
au moment où on parle. Autre principe important, le recours aux effectifs de sentinelles. Lors de la crise des Gilets jaunes, des manifestations hebdomadaires du samedi, pour soulager les effectifs de police, on a utilisé les effectifs de sentinelles pour des gardes statiques sur des lieux a priori peu exposés. Ce qui est intéressant, c'est de voir les arguments des généraux et la gradation de leurs arguments dans le feutré, bien évidemment. D'abord, il y a un argument technique contre le maintien de la paix. Les généraux vont vous dire « réprimer sans tuer, c'est un métier, c'est un savoir-faire, ça n'est pas le nôtre ». On a un argument plus juridique qui consiste à dire, certes, les textes prévoient l'utilisation des militaires dans le cadre du maintien de l'ordre, mais ce n'est pas la finalité de l'opération Sentinelle. C'est un dévoiement d'une opération antiterroriste. Et puis vous avez des arguments plus politiques. L'ultima ratio, ça a été dit. Que se passera-t-il si on utilise trop vite ou trop tôt la carte du militaire? Et je rajouterai, qu'est-ce qui se passe politiquement si un capitaine de Sentinelle prend un selfie avec un gilet jaune? En termes politiques et gouvernementaux, ça me paraît être une question importante. Et on y viendra plus tard, mais il y a le couvre-feu, il y a le confinement, il y a le recours à l'opération résilience, avec cette métaphore filée du président de la République, qui nous explique qu'on est en guerre contre un virus. Alors d'autres l'avaient fait avant lui, pas pour un virus, mais voilà, ce constat du recours à l'armée. Comment expliquer cette facilité du recours de la part du gouvernement à l'outil militaire? Alors, peut-être deux pistes. D'abord, c'est une stratégie de communication gouvernementale qui peut susciter la mobilisation, montrer la réaction rapide. À en croire les principaux officiers de Sentinelle, Sentinelle ne sert à rien en matière de politique antiterroriste. C'est de la réassurance. Et un autre élément aussi qui est important, c'est que cette politique publique, contrairement à beaucoup d'autres, celle qui consiste à utiliser l'armée, n'est pas contrainte par une quelconque publicité ou une quelconque redevabilité. Les militaires, il n'y a pas de syndicat, en tout cas pas au sens où on l'entend habituellement, il n'y a pas d'heure sup. C'est quand même plus simple à mobiliser. Alors, c'est compliqué. La permanence et l'entretien de ce régime d'exception que Grégory détaillait entraînent des conséquences. Alors, tout d'abord, elle entraîne un brouillage entre ce qui relève des menaces extérieures, historiquement associées au monde de la réponse militaire, et ce qui ressort des risques intérieurs. Parce que l'installation de la notion de sécurité nationale dans le vocabulaire des institutions et dans le droit positif en est une illustration remarquable. Ainsi, la dilatation du champ de la défense en un champ de la sécurité nationale permet d'élargir l'exceptionnalité qui accompagne classiquement le domaine militaire à d'autres domaines. Et ici, il y a un exemple assez intéressant, c'est le pilotage de la crise du Covid-19 en Conseil de défense. Parce que si on regarde le Code de la défense qui détaille les compétences et la composition du Conseil de défense, ce qu'on remarque, c'est que c'est une institution qui a vocation à intervenir dans la direction militaire, la direction politique et la direction militaire de la défense. Or, elle est devenue une enceinte de coordination, sous le couvert du secret défense, de la réponse politique à une crise sanitaire. Ensuite, un second brouillage est également à relever, qui tient au dévoiement de la notion juridique d'état d'exception. Parce que, historiquement, l'état d'exception se justifiait par l'évidence de la crise et l'évidence des moyens pour y faire face. Un exemple tout bête, si l'ennemi envahit le territoire, il faut mobiliser les hommes et les ressources pour le vaincre, le mettre hors des frontières et le forcer à signer un traité de paix à notre avantage. Mais ensuite, une fois la victoire obtenue, l'état d'exception cesse avec l'évidence qu'il a causée. L'exception est donc temporellement et géographiquement bornée. Et le régime juridique qui l'accompagne a une fonction de restauration de l'état antérieur. Une fois la victoire obtenue, on revient au temps de paix, donc au droit commun. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'état d'exception n'est plus une réponse évidente et circonscrite à une menace identifiée et circonscrite avec des moyens évidemment nécessaires. C'est devenu un régime juridique à part entière qui ne disparaît formellement que lorsqu'il est finalement intégré dans le droit commun. Et ici, l'exemple type, c'est évidemment la loi de 2017 sur la lutte contre le terrorisme. L'une des conséquences majeures qu'il faut quand même arriver à mesurer, c'est pas simple, c'est du fait de l'extension des usages politiques de l'institution militaire, on assiste à une reconnaissance de l'expertise militaire qui me semble tout à fait particulière depuis la fin de la guerre froide. J'ai évoqué Sentinelle, j'ai évoqué Résilience, n'oublions pas le SNU. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui, c'est de plus en plus consensuel, que les militaires ont un rôle à jouer vis-à-vis de la jeunesse déclassée, déscolarisée, ce qui politiquement aurait pu sembler être improbable dans le jeu politique français il y a une dizaine d'années. Autre exemple, j'aime bien donner cet exemple. Quand une cathédrale brûle dans notre pays, on nomme un général pour s'occuper des travaux. Quand il faut réformer la fonction publique consanguine et en finir avec l'ENA, on prend le modèle de l'école de guerre.
Ce qui m'interpelle, c'est la réhabilitation de la figure de l'officier en appel quelques années comme figure tutélaire du service de l'État, du sacrifice au nom de l'État. Et ce retournement, dans un pays qui est quand même marqué par une profonde défiance entre les autorités civiles et les autorités militaires, ça ne date pas de l'A5e, me paraît un élément important. Alors cette expertise militaire, on l'a vu, c'est une expertise sur les domaines d'action. Il y a du cyber, il y a de l'espace, c'est la variété des cadres d'engagement, ça peut être du maintien de la paix, ça peut être du contrôle antiterroriste, ça peut être du contrôle de zone, ça peut être de la surveillance du territoire, ça peut être du renseignement. Il y a aussi, sur la planification, les militaires sont quasiment en situation de monopole. Il y a des centres de crise qui ont poussé un peu partout, à Beauvau, etc. Mais ceux qui planifient, qui font de la planification froide, ces savoir-faire-là sont largement monopolisés par les militaires. Et sur un dossier comme le Sahel, on voit notamment la marginalisation de l'expertise diplomatique sur ces questions. On voit que les conseillers, que M. Libye à l'Élysée est un ancien militaire. On voit que les ambassadeurs au Sahel ont des profils de plus en plus militarisés. Donc on a une reconnaissance de l'expertise militaire du fait de la professionnalisation. Et du coup, fort de cette nouvelle position tout à fait valorisante des officiers que Grégory vient d'évoquer, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces officiers s'inscrivent de plus en plus dans une démarche de politisation de leur prise de parole. Et ça nous amène à notre troisième point, la politisation des cadres militaires. Parce que de nouvelles formes de mobilisation des officiers professionnels peuvent être observées. Alors certes, évidemment, on le sait bien, les officiers ont toujours su se faire entendre sur les moyens dévolus à leur mission. En revanche, plus récemment, ils s'émancipent de plus en plus des thématiques strictement militaires et l'analyse des sujets qui donnent lieu à des prises de parole des cadres de l'institution est tout à fait révélatrice. Les officiers se mobilisent, pas tous mais une partie, en tout cas les plus visibles, ils se mobilisent contre quoi? Contre l'immigration, contre le mariage pour tous, ou pour prétendre restaurer des valeurs d'ordre et d'autorité. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que non seulement les officiers de nos armées professionnelles estiment de moins en moins que leurs interventions dans l'espace public sont contradictoires avec leur engagement militaire, mais surtout, ces interventions les positionnent assez clairement à droite de l'échiquier politique national. Et ce faisant, et ça c'est ce qui interpelle le juriste, ce faisant, il bouscule en fait la conception républicaine classique de la suprématie civile qui était héritée des grands maîtres du droit public français du tournant du XXe siècle, les Léon Duguy, les Maurice Horiot. Et comme le résumait justement Maurice Horiot, c'était la formule du cantonnement juridique du militaire. C'était quoi cette idée de la Troisième République, donc tournant 19e, début 20e? C'était l'idée que le militaire échangeait en quelque sorte le privilège des armes contre une restriction de ses droits individuels. On vous laisse vous occuper de la chose militaire. Par contre, vous êtes des citoyens, pas dire de seconde zone, mais en tout cas des citoyens dont les droits sont largement amputés. Or, le développement de la démocratie des droits fondamentaux à partir de la seconde moitié du XXe siècle et plus encore depuis le début du XXIe marque une véritable péremption de cette conception. Désormais, les officiers n'hésitent plus à se saisir des mécanismes de protection et de promotion des droits individuels pour se libérer ou essayer de se libérer du carcan dans lequel la tradition républicaine française essayait de les garder. Et si on regarde l'issue des contentieux des années 2010, ils y trouvent quand même assez largement leur compte, que ce soit devant le Conseil d'État ou devant la Cour européenne des droits de l'homme. Loin de nous l'idée de dire que les officiers se mobilisent plus aujourd'hui qu'hier parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens de le compter. Il y a un effet réseaux sociaux, les jeunes retraités, les 2S, qui sont particulièrement bavards, sont une génération qui maîtrise un peu les réseaux sociaux. Ce qui nous interpelle, c'est la transformation des formes de mobilisation. On s'adresse au grand public, c'est valeurs actuelles. On ne s'adresse pas aux experts de la chose militaire. Donc là-dessus, c'est plus la forme que le fond des mobilisations qui nous interpelle. J'en arrive à notre avant-dernier point sur les formes de politisation. Je ne vais pas être très original. Il y a donc deux formes de politisation des officiers, une politisation fonctionnelle. Je pense aux travaux d'Emery, qui nous dit que le travail des hauts fonctionnaires, quel qu'il soit, c'est ce travail de politisation du technique et de technicisation du politique. Le chef de l'état-major particulier du président, le chef du cabinet militaire du Premier ministre ou celui du ministre de la Défense sont des encodeurs du politique au technique. Et donc, rien de spécifique au milieu militaire ici. Autrement dit, ils sont associés aux résultats politiques de leur autorité. Le fonctionnaire neutre et interchangeable à la Weber, c'est une vue de l'esprit. Le deuxième argument, c'est la politisation partisane, c'est-à-dire la prise de position publique dans le débat, voire l'engagement dans des partis politiques. Et là, il y a quelques faits qui sont tout à fait notables. Dans les dernières législatives de 2017, pour la première fois depuis 1918, on a une officier de l'armée qui a été élue.
Je rappellerai aussi que sur cette idée que la conception du professionnalisme par les officiers contemporains, en gros, le professionnalisme, c'est pas savoir se taire, c'est pas être en recul par rapport à l'activité politique, non. Le professionnalisme, c'est prendre toute sa part dans la vie de la cité. Je vous cite des extraits de cette fameuse tribune de Valeurs Actuelles qui est apparue à la date anniversaire du putsch. C'est quand même assez croustillant, et au moment du lancement de la pré-campagne de 2022. Donc l'idée, c'est la capacité à inscrire à l'agenda certaines priorités. Et donc dans cette tribune, c'est au plan de l'honneur et de la préservation des valeurs civilisationnelles qu'une vingtaine de généraux signataires en appellent à une intervention de l'armée et s'affirment, je cite, disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Alors je sais bien que le ministère s'est défendu en disant qu'il s'agissait d'illuminés, qui n'étaient pas du tout représentatifs, c'est vrai. Moi, ce qui me gêne, c'est que 2 semaines après, on a des jeunes officiers d'active qui soutiennent l'initiative de leurs aînés. Et c'est vrai que quand on regarde la liste, c'est les troisièmes couteaux. Quand on regarde les positions les plus valorisées au sein de l'institution militaire, ce n'est pas le cas des signataires de cette tribune. Un dernier élément, et j'aurai fini, avant que la police du temps ne fasse son œuvre. Ce qui nous a troublé aussi avec Luc, c'est la proximité avec le cas américain. Aux États-Unis, les études civilo-militaires, c'est quelque chose d'absolument central. Les officiers payent des thèses pour enquêter sur le vote de leurs propres collègues. En France, on est à des années-lumière de ça. Et on a constaté le même phénomène. Ce n'est pas arrivé jusqu'à chez nous. La Valeur Actuelle, la tribune française, on l'a vu. Au même moment, 2 semaines après, il y a une tribune, alors c'est dans les proportions américaines, signée par 140 généraux. On est dans le contexte de la transition de pouvoir post-Trump et de l'invasion du Capitole, et on reprend les mêmes éléments de langage. Le risque pour la société américaine, c'est le wokisme. Le risque pour la société américaine, c'est la libéralisation des mœurs, notamment en matière de sexualité. Donc on retrouve cette proximité des argumentaires idéologiques ici. Alors, dernier point pour conclure, c'était, on voulait revenir sur les effets de l'interdépendance, sur la façon d'appréhender le retour de la compétition entre puissances. Et en la matière, c'est principalement l'asymétrie du pouvoir civil des démocraties contemporaines qui se rappelle à nous. Parce que le retour de la haute intensité et l'affirmation de nouveaux espaces de compétition, information, cyberespace, on en a parlé ce matin, remettent en effet le dialogue militaro-diplomatique au cœur du jeu et en conséquence survalorisent l'exécutif par rapport au Parlement. Alors, attention, ce n'est pas un phénomène nouveau. L'exécutif est toujours l'acteur le plus renforcé par les aggravations de tensions internationales. Pour une raison qui est très simple, c'est que les outils de puissance de l'État lui sont par définition confiés. C'est lui qui est chef des armées, c'est lui qui est chef des services de renseignement, c'est lui qui accrédite les missions à l'étranger, et les missions à l'étranger sont accréditées auprès de lui. Donc forcément, il est aux premières lignes et il ne peut pas en être autrement. Et on observe à cet égard une forme de constante, il serait intéressant de la suivre, c'est que les institutions des démocraties occidentales, et en particulier le Parlement, ont toujours eu un temps de retard dans l'adaptation de leur fonction de contrôle de l'exécutif. Alors là-dessus, si on regarde le temps long, on peut être optimiste, parce que jusqu'à présent, que ce soit le Parlement ou l'appareil judiciaire, juridictionnel, ils ont réussi à rattraper l'évolution des situations. Je pense par exemple à l'augmentation de l'intensité du contrôle parlementaire pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, ou le développement de la jurisprudence de la Cour suprême d'Israël dans le contrôle des opérations de l'armée israélienne. Mais reste à voir si ce sera de nouveau le cas cette fois, c'est-à-dire si les démocraties pourront de nouveau s'affirmer. Alors, en conclusion, et on va réussir à tenir notre temps, en conclusion, et pour reprendre le point de vue juridique, ce n'est pas tant finalement la suprématie civile en tant que telle qui est bouleversée que le contexte juridique et politique dans lequel elle s'était historiquement construite et stabilisée. Ainsi, et on l'a dit à plusieurs reprises, il n'est pas question de remettre en cause la suprématie civile. Celle-ci demeure le principe juridique d'organisation des relations civilo-militaires dans les démocraties occidentales. En revanche, le droit des relations civilo-militaires démocratiques et sa pratique montrent leurs limites. Il n'assure plus, ni l'un ni l'autre, idéalement, l'équilibre délicat entre la soumission de l'autorité militaire au pouvoir politique et la légitimation démocratique des décisions en matière de défense. Un exemple extrême en guise de provocation pour terminer, quand les Russes attaquent ou menacent d'attaquer, la légitimation interne de la réponse militaire, c'est-à-dire discussion au Parlement, et les subtilités juridiques de l'état de droit, respect du droit international par exemple, ne pèsent finalement pas très lourd. Merci de votre attention.
Merci pour votre intervention qui rappelle le retour des militaires dans l'espace public, retour des militaires au sens propre, hein, l'opération Sentinelle sur les trottoirs des grandes agglomérations, et puis au sens figuré dans l'opinion publique et dans le discours politique. Retour en arrière pour mettre en contexte la situation présente, maintenant avec une intervention de Valentin Grand-Claude qui est doctorant en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Son intervention est intitulée de la manière suivante: du consensus à l'intransigeance, encadrement des gens de guerre et souveraineté militaire dans la France des guerres d'Italie. Je vous cède volontiers la parole. Merci Monsieur le Président, merci à tous d'être présents et merci à l'organisation. Alors effectivement, un petit retour en arrière avec ces guerres d'Italie, ces fameuses guerres d'Italie. Bon, déjà, vous voyez la petite coquille, elle se termine bien sûr en 1559. Alors effectivement, on va parler de choses qui sont un petit peu en décalé par rapport à ce qui a pu être abordé au sein de ce colloque, mais il y a quand même des points de convergence et avec l'intervention précédente, on va être au cœur de ce moment de construction de l'État moderne qui a été évoqué. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est peut-être ce rapprochement qu'on va pouvoir faire entre le temps ordinaire de fonctionnement du Royaume de France et le temps extraordinaire où, on va dire, le souverain a les coudées un peu plus franches pour mettre en place sa politique militaire. Alors un peu de contexte avant tout à propos des guerres d'Italie. Ces guerres d'Italie donc qui forment le premier XVIe siècle français, si on les replace dans un temps long qui court du XIVe siècle du début du XIVe siècle à la mi-XVIIe siècle, elles forment en fait une parenthèse pour la simple et bonne raison que durant cette période, pour la majorité du temps, la guerre est portée à l'extérieur du Royaume de France. Avant, c'est la guerre de 100 ans. Après, c'est les troubles de religion. Et partant de ce constat, l'historiographie traditionnelle a dit que durant cette période, finalement, le royaume était plus ou moins pacifié, qu'il y avait des débordements de gens de guerre, puisqu'il y en a toujours dans le cadre de cet appareil d'État qui finalement est subi de nombreuses contraintes, et notamment d'un point de vue financier, hein. Vous avez sans doute tous en tête ce modèle du développement militaro-fiscal de l'État, qui est un modèle qu'on ne peut pas vraiment remettre en question en vérité. Mais ce dont on se rend compte de plus en plus, mais en fait c'est quand même assez neuf, c'est que non, cette période de conflit externe au Royaume de France a en fait créé une inflation sans précédent de la violence des gens de guerre. Pourquoi ? Parce qu'on a remis en cause la thèse suivant laquelle la fixation des frontières du royaume avait canalisé la violence des gens de guerre à l'extérieur de ce dernier. Sauf que le fait de concentrer les efforts militaires sur un point précis occasionne une circulation des gens de guerre et une concentration de ces derniers dans des espaces qui, en fait, sont de plus en plus circonscrits. Et si on regarde la frontière du Royaume de France, donc qui court de la Picardie actuelle jusqu'au Dauphiné, donc la région de Grenoble, eh bien cette prédation militaire, elle est endémique, la circulation permanente des troupes. On est à une période où la guerre, mais déclarée entre le roi de France et ses adversaires, a lieu au XVIe siècle, c'est une année sur 3. Et la circulation des gens de guerre, elle ne termine pas, elle ne s'arrête jamais. Et donc, ça pose évidemment un certain nombre de problèmes du point de vue de la définition du pouvoir des rois de France, pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas dans le cadre d'une guerre de défense territoriale comme l'était la guerre de 100 ans, où là, bien sûr, que le phénomène de guerre juste, la théorie de la guerre juste s'applique, celle pour le roi de France qui tient sa souveraineté, du transfert de souveraineté qu'il a de son peuple. Dans le cadre de la guerre de 100 ans, on justifie assez facilement l'action militaire du roi par le fait de pacifier le royaume et d'assurer la protection de ses sujets. Comment faire cela dans le cadre d'une guerre dynastique portée à l'extérieur du royaume et où donc les violences des gens de guerre sont en fait à la responsabilité du roi de France en tant que tel. Alors, c'est ce que j'appelle, de mon point de vue, on a affaire à un tournant répressif de la police militaire de manière générale, mais en fait de l'encadrement militaire, puisque les termes peut-être de police, de justice sont un peu trop lâches en fait pour parler de tous ces phénomènes de négociation
et d'encadrement qui ont lieu à l'encontre de ces individus. Le constat, en tout cas, c'est qu'au début du XVIe siècle, la législation militaire à l'œuvre ne suffit plus. Pendant la guerre de 100 ans, la monarchie, au début du XVe siècle, a fixé le cadre législatif de la répression des gens de guerre. Et un historien comme Loïc Cazot, qui vient de soutenir sa thèse, hein, donc on est quand même, c'est un débat qui est encore prégnant, de son point de vue, assure que cette fixation de la législation militaire au début du XVe siècle, eh bien finalement, elle aurait fait des émules pour la suite, et que, en fait, au XVIe siècle et par la suite, on n'aurait pas énormément d'innovation législative. Alors, effectivement, on n'a pas énormément d'innovation législative. Souvent, les ordonnances, les édits des rois de France, etc., ils ont pour but de rappeler la législation en vigueur, mais du point de vue du contenu, du point de vue de la pratique, du pouvoir de la pratique de l'encadrement de ces gens de guerre, on a véritablement affaire à un tournant, et c'est ce que je voudrais vous montrer dans cette communication, dans un premier temps. Mais en fait, finalement, ce qui va encore plus m'intéresser, parce que j'ai trouvé que c'était quand même ce qui était le plus intéressant, parce qu'on parle beaucoup de développement de l'État moderne, modèle weberien, etc., qui est quelque chose qu'on a plutôt tendance à remettre complètement en question en histoire pour cette période de la première modernité, ça va être de voir justement ces phénomènes de négociation. C'est de voir la manière dont l'encadrement des gens de guerre est plutôt un enjeu politique pour les différents niveaux décisionnels qu'on repère au sein du Royaume de France. Et pour ce dernier moment, je vais m'intéresser à un cas précis qui est celui de la ville de Lyon, pour voir voilà, vraiment matériellement comment les acteurs qui s'occupent de gérer la cité dialoguent d'une part avec le pouvoir monarchique et puis d'autre part aussi avec le plat pays, enfin les communautés qui dépendent de lui-même. Alors, concernant le basculement de la logique d'encadrement des gens de guerre vers une logique fondamentalement répressive, il faut bien visualiser ce qu'est l'armée médiévale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du point de vue de la tenue des hommes, la responsabilité première en revient aux capitaines, qui eux-mêmes recrutent ces hommes, qui sont dans un lien de clientélisme avec eux, et ces capitaines eux-mêmes sont dans une logique en fait d'entrepreneuriat de guerre, on pourrait dire. Bref, la justice militaire doit être rendue normalement, en première instance, par les capitaines, et dans le cadre de liens d'homme à homme qui en fait sont plutôt horizontaux. C'est plutôt une régulation informelle qui va avoir lieu avec parfois l'ingérence, l'action des prévôts des maréchaux, donc qui sont les juges militaires qui apparaissent à partir du XIVe siècle, mais qui se développent en fait beaucoup, notamment sous le règne de Louis XI, donc entre 1461 et 1483. Mais finalement, on a quelque chose d'assez peu judiciarisé. Ce qu'on observe pendant les guerres d'Italie, c'est la verticalisation des rapports d'homme à homme. En fait, la justice va être rendue de plus en plus, en première instance, par les prévôts des maréchaux. Comment est-ce qu'on en arrive à ce phénomène? Eh bien, pas du tout en fait à travers des textes de loi, etc. Quand on regarde les ordonnances sur la levée des gens de guerre, on a encore dans ces ordonnances des mentions sur le fait que ce sont les capitaines qui doivent tenir leurs hommes. Mais dans les années 1510, face à l'inflation de la violence militaire au sein du Royaume de France, alors là, j'ai pas le temps de revenir en détail sur ce contexte des années 1510, parce qu'il y a une raison à cette inflation de la violence. Bref, on a des commissions qui se multiplient, données à des prévôts des maréchaux, pour courir su à ces aventuriers, à ces individus qui commettent des prédations militaires. Et ça, en fait, c'est une ingérence véritablement du pouvoir monarchique à l'échelle des juridictions locales, puisque normalement, ce sont les juridictions locales ordinaires qui jugent ces individus, les bailliages, les sénéchaussées, etc. Mais dans le cadre de cette inflation de la violence des gens de guerre, on bascule dans le temps de l'extraordinaire, et donc la justice déléguée du souverain fait foi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a un certain nombre de tensions qui apparaissent sur la manière dont doit être rendue la justice des gens de guerre et plus généralement sur l'encadrement des gens de guerre qui a cette compétence en premier lieu. Et donc vous voyez à travers cet exemple des prévôts des maréchaux qu'on a là
une tentative du pouvoir monarchique. Je ne vais pas parler d'État parce qu'on va voir que c'est peut-être un petit peu compliqué d'utiliser ce terme-là. Cette ingérence du pouvoir monarchique, eh bien, elle crée des tensions. C'est quand même une tendance qui se vérifie, mais qui ne se fait pas sans concession, qui ne se fait pas de manière linéaire, et qui, au final, n'était pas quelque chose d'absolument évident lorsque les guerres d'Italie ont débuté. Donc, prenons l'exemple de Lyon. Alors, je vais me baser principalement sur sur les sources, sur les archives municipales de la ville de Lyon. Donc, je vous ai mis la transcription, bien sûr. Ce premier document que vous avez, il date donc de 1495, juste après la journée de Fornoux, qui est donc la bataille qui clôt la première campagne des guerres d'Italie, donc qui débute en 1494. Et le roi de France donne un ordre aux autorités municipales de la ville. Nous voulons et vous demandons bien expressément que ne souffrez et permettez qu'aucun donc eux, c'est avant ceux qui, donc c'est les aventuriers vagabonds qui ont suivi nos guerres, etc., ne leur mal et paquets passent par notre ville de Lyon sans les chercher et visiter, et tous ceux que trouveraient saisis des dits biens même quand les cognostraient, les arrestaient et baillaient les dits biens, etc. Bon, en gros, le roi de France, ici, en appelle à la ville de Lyon pour faire acte de police des gens de guerre. On est donc plus dans une action finalement de suzeraineté, c'est-à-dire que le roi de France mande son vassal, les bonnes villes du royaume sont en fait en situation de vassalité vis-à-vis du roi de France, pour faire acte de police des gens de guerre. Cette situation, elle évolue dans les années 1513, où effectivement l'inflation de la violence des gens de guerre rend impossible, en fait finalement la ville de Lyon n'a plus les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à ces débordements causés par les gens de guerre. Et un exemple ici qui est assez intéressant, c'est celui du clapier La Chèvre en 1513. Alors un clapier, c'est une maison close. Et voilà, donc l'affaire est la suivante. Deux aventuriers, le Picard Joyeux et Jeannot, ont assassiné deux mercenaires allemands, des lansquenets dans ce clapier. Et la ville, enfin le prévôt des maréchaux, le grand prévôt des maréchaux de France, donc un juge militaire, là on est en situation de campagne, se saisit de l'affaire. Alors bien sûr, on n'a pas de procès comme normalement ça devrait être le cas dans le cadre de la justice des prévôts des maréchaux. Hein. On pend les deux aventuriers, on expose leur corps devant la maison close et on brûle la maison close. Mais ce qui est intéressant, ça c'est la partie un petit peu qui fait sourire, mais ce qui est intéressant c'est la fin en fait de cette résolution. Si besoin est-toi, a été donné charge au procureur de la dite ville, Mestre Barjon, de permettre au dit grand prévôt de poursuivre au nom de la dite ville l'appel si aucun s'en ensuit à cause de l'abolition et abattement des dites estuves. Donc en fait, on a ici finalement le rapport qui s'inverse entre le roi et la ville. C'est le roi lui-même qui fait appel à l'action du roi de France et finalement à la justice déléguée dont il est l'ordonnateur direct pour faire face à cette violence des gens de guerre. Je vais aller vite parce qu'il me reste que 2 minutes pour simplement nuancer en fait ce renversement du rapport lié à cet enjeu de l'encadrement des gens de guerre. Alors je ne vais pas avoir le temps de détailler ce moment, mais en fait, les deux derniers exemples que je veux mobiliser permettent de voir qu'en fonction de l'individu qui représente le roi de France au moment où une affaire liée aux gens de guerre éclate sur le coup, on a une mobilisation différente des autorités municipales. Sur ce premier lieu, en fait, c'est le connétable lui-même qui fait appel à la ville de Lyon pour loger des gens de guerre. Et ça pose aucun problème. La ville de Lyon accepte directement. Par contre, dans la suite, on voit qu'à un moment, c'est le lieutenant du roi délégué dans le Lyonnais qui fait une demande à la ville de Lyon. Et là, la ville de Lyon dit « Nous sommes une bonne ville de France, franche de taille, etc., et de logement de gens de guerre, vous ne pouvez pas faire ça. » Au final, le roi de France passe en force. Mais si on regarde ce dernier moment, hop, ici, vous avez un individu qui est beaucoup moins proche, en fait, du cercle royal, qui est le capitaine Lorge, qui veut faire loger des aventuriers dans la ville de Lyon. Et là, on a un phénomène de négociation qui est présent. Et finalement, la logique
qui prévaut, ce n'est pas du tout celle de l'imposition du pouvoir royal, mais on est encore dans cette négociation, dans cette logique très nobiliaire. Alors voilà, du don, de la largesse, etc., où finalement on va offrir des poissons au capitaine et il dit non, mais c'est bon, je ne vais pas aller loger dans la ville, etc. Et au final, tout cela passe bien. Et finalement, en fait, ce phénomène de négociation qui ne passe pas par l'imposition brutale, on pourrait dire, de la volonté monarchique, passe d'autant mieux. Alors, il me reste 10 secondes. Est-ce que la police présente me... Parfait. Alors en fait, voilà, tout ça pour vous dire qu'on a une volonté de monopolisation de la compétence de l'encadrement des gens de guerre par le pouvoir royal. Mais cette monopolisation n'induit pas forcément, en fait c'est juste vous dire que la question de la souveraineté militaire, c'est une question de souveraineté tout court en fait à cette époque. C'est-à-dire que monopoliser l'encadrement de gens de guerre, qui était un petit peu le dernier aspect de l'appareil militaire des guerres d'Italie qui échappait au roi de France, le fait de monopoliser ce dernier permet aussi au roi d'imposer sa présence auprès de ces bonnes villes de manière beaucoup plus marquée. Mais c'est là où on revient sur cette distinction entre le roi et l'État. Tous les serviteurs du roi n'appliquent pas de la même manière, en fait, n'applique pas de la même manière les directives, on pourrait dire, du pouvoir monarchique. Et ce faisant, c'est véritablement au niveau du roi lui-même que se pose l'indistinction, que la séparation s'opère dans la pratique politique, dans la pratique de la négociation politique qui normalement prévaut dans le cadre de cette monarchie de consensus, hein, c'est le terme qu'on utilise pour caractériser cette monarchie de la Renaissance, opère creuse le fossé en fait entre le roi et les acteurs politiques du royaume. Et ça, c'est une caractéristique en fait de l'apparition du pouvoir absolu que l'on va observer ensuite au XVIIe siècle. Je vous remercie de votre attention. Merci à l'intervenant précédent qui nous a montré que, au fond, souvent, et un peu pour faire savant, on fait référence au pouvoir régalien. Et souvent, pour faire savant, on explique le présent ou un certain nombre d'attributs, et notamment la souveraineté ou le fait de faire la guerre par référence au pouvoir royal. Et il nous a montré que les choses sont très complexes et que dès cette époque, cette souveraineté du roi, telle qu'elle était susceptible de s'exercer à l'égard, par exemple, de grandes villes, puisque ce sont les exemples qu'il a pris, eh bien, nous montre bien à quel point celle-ci était moins simple qu'on ne l'imagine, qu'elle se divisait, qu'elle pouvait varier selon les époques et les territoires. Alors, maintenant, on va revenir au présent avec une intervention à deux voix de Violette Larieux, qui est post-doctorante à l'ENSTA de Bretagne, et Jean Frances, qui est enseignant-chercheur dans cette même école. Et il va être question de l'efficacité opérationnelle à l'épreuve de la souveraineté industrielle, quand l'innovation peine à se concrétiser. Je vous cède volontiers la parole. Bonjour à tous et merci pour cette invitation et de nous donner l'opportunité de présenter des travaux en cours, puisque là, pour le coup, ce sont vraiment des travaux qui débutent, qu'on a débuté avec Violette à l'automne, et qui sont financés donc par l'Agence d'innovation de défense, l'AID. Et cette recherche, elle s'intéresse spécifiquement en fait au travail mené par des soldats et qui vise à concevoir des matériels et des technologies novatrices qui soient directement utiles à leur mission. En gros, on s'intéresse, pour le dire plus précisément, à l'innovation participative au sein des forces, à son organisation, et on tente de saisir combien l'armée favorise ou non la possibilité de ces opérateurs à créer ces artefacts matériels qui sont directement utiles à leur mission. Donc de manière très générale, et à partir de la soixantaine d'entretiens qu'on a réalisés auprès de ces opérationnels, on cherche, comme je l'ai dit, à saisir comment l'armée parvient-elle ou non à stimuler la conception ou l'adoption de technologies novatrices censées conférer aux soldats une supériorité ou une justesse technologique qui soit utile à leur mission dans un contexte politique de soutien et de promotion de l'innovation. Donc tout de suite, il faut noter que si l'innovation est depuis longtemps un enjeu central dans la défense, elle l'est plus particulièrement encore depuis 2017.
D'ailleurs, dès septembre 2018, Florence Parly annonce la création de l'Agence d'innovation de défense, placée sous la tutelle de la Direction générale de l'armement. Et cette nouvelle structure est chargée de mener une part de la politique d'innovation au sein du ministère des Armées et de la rendre visible. Et au sujet de cette visibilité, ou de cette mise en visibilité de l'innovation, on peut par exemple évoquer la Red Team, dont il est fort probable que vous ayez entendu parler. On l'a donc dit, la question de l'innovation au sein de la défense n'est pas nouvelle, mais l'attention et la mise en lumière dont elle fait l'objet depuis 2017 sont à ce point inédites que les soldats, et jusqu'aux soldats du rang, sont désormais incités à imaginer et concevoir des équipements novateurs et peuvent être accompagnés et financés dans une telle démarche. C'est notamment le rôle dévolu à un organe de l'AID, la CIP, pour Cellule Innovation Participative, et c'est justement auprès des soldats accompagnés par cette CIP que nous avons réalisé le plus d'entretiens. Donc le spectre des informations recueillies jusqu'ici est très large, mais de manière très saillante, il ressort de ces entretiens que malgré ce contexte institutionnel très favorable à l'innovation, les opérationnels porteurs de projets d'innovation, donc ceux qui sont engagés dans le dispositif CIP, rencontrent un certain nombre de difficultés au sein du ministère des Armées. Et des difficultés à concrétiser, et notamment à certifier leurs idées et leurs démonstrateurs en vue d'un passage à l'échelle. L'analyse de ces difficultés et de leurs effets en termes de souveraineté sera donc au cœur de cette communication. Et on verra combien la mission de la DGLA, qui contribue à la souveraineté française, en l'assurant de sa souveraineté industrielle, peut parfois entrer en concurrence avec les besoins technologiques exprimés par les forces, qui, elles, contribuent à la souveraineté française en exerçant sur le terrain ce que nous qualifierons ici, et je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais que nous qualifierons ici de souveraineté opérationnelle. Juste une précision. La catégorie de passage à l'échelle désigne l'ensemble des opérations allant de la fiabilisation industrielle d'un prototype validé jusqu'à sa production en série et sa livraison aux unités concernées. Bref, à travers notre communication, nous souhaitons donc mettre en lumière ce paradoxe qui prend forme entre un affichage politique sans précédent en faveur de l'innovation comme garante de la souveraineté de l'État et les difficultés que rencontrent les opérationnels à innover, même quand il s'agit de mettre au point des équipements directement utiles à l'exercice de la puissance militaire. Donc là, je le redis, mais pour mener à bien notre analyse, nous nous appuyons sur une soixantaine d'entretiens réalisés auprès d'une pluralité d'acteurs, sur les temps d'observation et le traitement de la littérature grise récoltée sur le sujet. Notre terrain, et ça c'était quelque chose qui nous a assez interrogés, mais notre terrain s'est rapidement orienté vers les forces spéciales, car ce sont elles qui proposent le plus d'innovations dites participatives. De plus, et parce qu'elles opèrent en lien direct avec le pouvoir politique, que leur engagement tactique sur le terrain vise à produire des effets stratégiques, elles sont de ces unités dont l'action incarne sans doute le mieux l'exercice de cette souveraineté opérationnelle. Ainsi, pour suivre l'innovation participative au sein des armées, nous avons suivi les forces spéciales, et en suivant ces opérateurs des forces spéciales qui innovent, une question s'est imposée, celle des désajustements entre l'exercice de la souveraineté industrielle d'un côté et l'exercice de la souveraineté opérationnelle de l'autre. Juste un petit mot sur le terrain. Donc, ce n'est pas un choix guidé par la mise en lumière des forces spéciales qui nous a amené à enquêter vers elles prioritairement. C'est le fait que, de manière contre-intuitive, ce sont elles qui nous ont ouvert le plus rapidement leurs portes et qui nous ont permis le plus de les interroger et nous ont accueillis finalement très chaleureusement dans leurs différentes unités. Et c'est pour ça aussi que le terrain se focalise très largement, enfin, le terrain et l'étude se focalisent très largement sur elles. Donc, dans une première partie qu'on a intitulée donc, « Innover pour tuer l'innovation participative comme expression d'une recherche d'efficacité opérationnelle sur le champ de bataille », en fait, donc les innovations auxquelles nous on s'intéresse, elles sont essentiellement des petites innovations matérielles, donc c'est-à-dire qui tournent principalement autour de l'équipement du soldat. Donc on est loin d'innovations high-tech, ou du grand numérique, comme on a vu ce matin. Mais voilà, c'est vraiment plutôt améliorer les outils du quotidien. Pour autant, elles nécessitent des savoir-faire techniques, comme la soudure, la transmission, l'électronique, la balistique, la couture, etc. Ces innovations, elles ont pour objectif premier d'améliorer le quotidien du soldat en mission et son efficacité sur le terrain. On a pu retracer des parcours d'innovation très diverses. Je vous en cite quelques-unes à titre d'exemple. Un masque à oxygène pour chien pour sauter à haute altitude. Une perche lance-grenade pour les missions de CTLO, donc de contre-terrorisme et libération d'otages. Des balances pour mieux peser et répartir en soute des charges embarquées dans des avions de transport. Un radar d'atterrissage pour parachutistes, un pare-soleil pour Rafale, ou encore un baudrier ou des gants d'aérocordage, et ce ne sont que quelques exemples. Dans bien des cas, en fait,
Innover sert de manière très concrète, et je le dis crûment, mais c'est la réalité, à tuer, à ne pas se faire tuer ou à éviter de se blesser. Et ça nous est dit tel quel aussi par les personnes que nous avons rencontrées. Les innovations, quand elles sont développées par les soldats eux-mêmes, elles suivent un processus de développement relativement similaire. L'idée va d'abord naître chez l'opérateur, généralement suite à une mission, à un rétex, à un retour d'expérience. En gros, l'opérateur, pour citer un terme qui est utilisé par eux-mêmes, ils vont repérer ce qu'ils appellent des irritants, c'est-à-dire des problématiques matérielles ou techniques dans la pratique de leur travail quotidien. Et donc, suite à cela, l'opérateur va développer, seul ou avec l'aide de son groupe ou en lien avec une PME ou une start-up souvent locale, un premier prototype financé la plupart du temps par l'Agence Innovation Défense, par cette cellule innovation participative. Avant la création de l'AID, il y avait déjà une autre qui s'appelait la MIP, la Mission Innovation Participative, créée à la fin des années 80. Donc, grosso modo, depuis la fin des années 80, il existe un financement. Il ressort de notre terrain que cette première phase, donc de l'idée au prototypage, qui dure souvent 1 à 2 ans, comporte des coûts importants pour le militaire porteur du projet. Le travail administratif, donc monter un dossier de financement, trouver les bons interlocuteurs, etc. Et le travail technique, faire le prototype, s'effectue en plus du travail militaire sur son temps libre, les soirs et les week-ends. Et en plus de ça, l'innovateur dépense souvent de son argent propre pour l'achat d'un certain nombre de matériaux utiles à la réalisation du prototype. Par exemple, certains vont acheter des imprimantes 3D personnelles pour pouvoir créer des pièces. En cela, et c'est un des axes de notre recherche, en fait, on qualifie cela de perruque inversée, c'est-à-dire un surtravail qui est induit par le fait de porter une innovation. On prend le contre-pied de la perruque qui désigne le fait que des ouvriers dans des usines vont détourner des outils ou des consommables de l'entreprise à leurs fins personnelles. Et là, on a une perruque inversée, puisque, à l'inverse, les militaires vont utiliser de leur temps ou de leur argent personnel au service de l'institution, au service de la mission. Donc, ces dons qui relèvent d'une certaine manière du don de soi, de l'opérateur qui va diriger vers l'institution militaire, démontrent 2 choses. D'une part, sa volonté de développer le plus rapidement possible son projet, quitte à y consacrer du temps et de l'argent personnel pour aller vite, arguant de cet impératif opérationnel du temps court, on veut améliorer ses conditions de travail rapidement, et d'autre part, la certitude que son innovation peut améliorer son travail militaire et, in fine, permettre donc une meilleure efficacité guerrière, opérationnelle, à l'État et à son commando. Donc, sans évoquer directement la souveraineté de son pays, le militaire porteur du projet d'innovation fait preuve d'un attachement à l'amélioration de ses conditions de travail, afin d'augmenter ses chances de survie, d'attaque, son efficacité tactique. Au service de la guerre, cette pratique de l'innovation, elle rejoint la vision qui est promue par les acteurs politiques, notamment au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, et pour le coup en lien direct avec la souveraineté du pays. Donc, pour citer l'avant-propos de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2018, qui était le livre blanc sous un autre nom d'Emmanuel Macron, la ministre Florence Parly souligne, je cite, « L'innovation et l'audace doivent être les maîtres mots de notre stratégie de défense, car c'est un enjeu essentiel de notre efficacité et de notre souveraineté. » Cela se traduit donc notamment pour la première fois sous la Ve République par la nomination d'une conseillère estampillée innovation, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant, en tout cas que je sache de mes recherches, au sein de son cabinet. L'innovation, donc vécue par les militaires et encouragée par les pouvoirs publics, se situe ainsi au service de la souveraineté, on pourrait dire peut-être externe de l'État, donc celle d'être reconnue en tant que puissance militaire sur la scène internationale. Pour autant, comme nous allons le voir maintenant, une fois le prototype réalisé, l'étape de la certification par la DGA, donc ce passage à l'échelle nécessaire, se révèle beaucoup plus complexe, amenant parfois des situations de blocage. Alors, pour citer un opérateur d'un des commandos que nous avons rencontrés, qui était assez virulent contre l'action de la DGA, il nous dit « Ce que je propose aux gars de la DGA, c'est de venir avec nous en mission, mais ils n'emportent que du matos qu'ils ont certifié, et puis on voit combien de temps ils survivent. » Pour vous donner une idée. Et donc, je cède la parole pour la deuxième partie. Donc les innovations développées par les militaires, notamment en phase de prototypage, elles impliquent généralement des coopérations avec des entreprises, start-up, TPE ou PME. La plupart du temps, ce sont des entreprises impliquées ou engagées localement et qui sont connues des militaires.
et qui sont parfois même tenus par d'anciens commandos ou du moins des personnes qui ont des liens personnels avec les militaires qui innovent. Donc ça, on a pu particulièrement le renseigner autour de Pau, où est basé le premier RPIMA, où il y a une série de PME qui travaillent en lien direct avec ce premier RPIMA, et de même à Lorient, c'est le cas, où autour des commandos marines gravitent un certain nombre de PME qui usinent des pièces dont les commandos peuvent avoir besoin. Donc, ce moment de la coordination avec l'entreprise dans l'élaboration du prototype, elle satisfait la plupart du temps les opérateurs, et du même, ils sont aussi satisfaits du premier accompagnement délivré par cette cellule innovation participative. Toutefois, les moments où vont se jouer et se négocier le passage à l'échelle, donc à savoir le moment où la technologie est certifiée et où peut être donné ou non un ordre d'achat, ce moment-là, il va générer beaucoup plus de mécontentement, en particulier chez les soldats des forces spéciales rencontrés. Cette tension et ces mécontentements, ils procèdent souvent de l'intervention ou de la non-intervention de la Direction générale de l'armement, notamment en ce qui concerne l'attribution d'une autorisation d'emploi. Puisque quand un prototype ou un produit novateur est créé, les forces ne peuvent s'en équiper sans qu'il n'ait fait l'objet d'une série de tests et qu'ils obtiennent les certifications afférentes, ce qui peut prendre un certain temps, et ce qui, aux yeux des opérateurs, les prive parfois de ressources technologiques qui leur assurent de mieux réaliser leur mission, d'être plus efficaces d'un point de vue militaire. Donc, quelque part, d'être en position d'exercer au mieux cette souveraineté. Or, la DGA, elle aussi, a pour mission de garantir la souveraineté française. Bref, une question prend forme ici et qui amène à se demander pourquoi deux ensembles d'acteurs dont les objectifs sont les mêmes, assurer à la France de pouvoir être souveraine dans ses engagements militaires, semblent si mal s'accorder dès lors qu'il est question de faire passer à l'échelle des technologies novatrices. Un détour par la présentation du rôle de la Direction générale de l'armement s'impose ici, qui nous amènera à redire la distinction que nous posons entre souveraineté opérationnelle et souveraineté industrielle. Donc la DGA, par la voix de son délégué général Laurent Collet-Billon, explique sans détour combien la direction a pour mission principale, je cite, de mener les programmes d'armement dont la France a besoin, d'assurer le maintien sur le long terme d'un tissu industriel compétitif, de veiller à la performance des compétences lourdes et longues à acquérir qui assurent à la BIDT de pouvoir fonctionner, et enfin, de répondre aux objectifs opérationnels et aux performances techniques requis par les armées. En cela, la DGA est engagée au service de la souveraineté industrielle française en matière d'équipement militaire, parce qu'elle jouit d'un mandat la positionnant en dernière instance de décision quant à la définition et à la poursuite des programmes d'armement. Pas de souveraineté sans industrie forte, écrit Laurent Collet-Billon. Certes, mais arrêtons-nous un instant sur l'énumération des missions de la DGA telles que rapportées ci-dessus. Il s'agit premièrement de servir la France, puis de servir les intérêts de l'industrie française, notamment en maintenant les compétences de ses acteurs, puis de servir les objectifs des opérationnels. Donc il est fort probable que le délégué général ne hiérarchise pas si fermement les missions de la direction. Il n'en demeure pas moins que cet ordonnancement illustre ce que les opérateurs que nous avons interrogés ressentent à l'égard de la DGA. Si leurs opérations incarnent l'exercice militaire de la souveraineté, ils ont parfois l'impression que ce même exercice n'est pas prioritaire aux yeux de la direction, voire même qu'il serait entravé par l'action d'une DGA qui refuse ou prend un temps certain à certifier et à acheter des équipements novateurs dont ils ont besoin. Dès lors, apparaît-il, c'est autour de questions d'innovation que se désaccordent parfois l'exercice de la souveraineté industrielle en matière d'armement d'un côté et l'exercice de la souveraineté militaire ou opérationnelle de l'autre. Donc, au mécontentement lié à des désajustements temporels, s'en ajoutent d'autres qui, eux, procèdent de logiques d'organisation. En effet, certaines innovations proposées par les militaires entrent parfois en concurrence avec des projets prévus dans le cadre des programmes de la DGA. Là, un harnais d'aérocordage conçu au premier RPIMA et qui ne concorde pas avec le programme d'équipement des soldats. Ici, des propositions d'amélioration d'un véhicule qui sont retraduites jusqu'à donner corps au programme PLFS, donc le poids lourd des forces spéciales, qui satisfait les industriels, mais hérissent les soldats, etc., etc. Donc souveraineté opérationnelle et souveraineté industrielle ne se rejoignent donc pas toujours. En un mot, si la DGA est effectivement engagée au service de la puissance militaire française, elle mène cette même mission en agissant au second degré, puisque c'est en assurant la pérennité de la BIDT hexagonale qu'elle travaille pour la souveraineté nationale. Et cette position de maître d'ouvrage de projets technologiques réalisés par des entreprises privées inscrit la Direction générale de l'armement dans des temporalités sur des plans qui ne sont pas ceux des opérations de demain, mais ceux des contextes stratégiques futurs. Dès lors, les conditions sont donc réunies qui contraignent en partie les possibilités de coopération et de dialogue entre opérationnels et DGA, en particulier quand il est question d'innover de manière rapide et réactive. Et à ce sujet, il n'est d'ailleurs pas anodin que les OER, opérations d'expérimentation réactive, qui sont donc un dispositif de la DGA,
et qui sont censés soutenir cette innovation rapide rendue nécessaire par les exigences des terrains, fassent l'objet de tant de critiques virulentes de la part des forces et notamment de la part des opérateurs que nous avons interrogés. C'est-à-dire que quand vous prononcez le mot OER au premier RPIMA ou chez les commandos marines, vous suscitez des grincements de dents Ainsi s'affrontent deux visions de l'innovation. Une innovation qu'on pourrait dire low-tech, ou du moins assez frugale, mais rapidement opérationnelle, qui sert le travail militaire sur le temps court, et une innovation technologique et industrielle qui s'élabore sur le temps long et sert tant l'armée de demain que les intérêts économiques de la France et son rayonnement à l'international. Or, de ces deux approches découlent des tensions et des incompréhensions qui se traduisent dans nos entretiens par des discours particulièrement critiques de la part des militaires sur la DGA, mais aussi de la DGA à l'égard des forces. Hein. Les ingénieurs de la DGA que nous rencontrons aussi disent toute la difficulté des forces à exprimer clairement un besoin, c'est-à-dire ils ont du mal à formaliser clairement ce qu'ils veulent, ce qui rend difficile pour la direction un peu après de satisfaire ses besoins. Donc voilà, en fait, toutes les conditions sont réunies pour que cette coopération se passe de la manière la plus fluide possible. Et cela engendre chez les militaires qui innovent, en fait, des stratégies de contournement de la direction, en passant par toute une grande variété d'autres dispositifs, de telle sorte de réussir à obtenir de fait les technologies qu'ils ont créées pour leur mission. Donc, en conclusion, et pour respecter le temps imparti, donc la conclusion, donc innover pour vaincre, de quelle souveraineté parle-t-on? Donc en un mot, on l'a bien vu, donc l'armée réussit assez bien à soutenir et accompagner les opérateurs au long d'un travail qui s'étend grosso modo de l'idée à la première maquette opérationnelle, notamment via l'AID. Mais voilà, une fois cette étape atteinte, pour le passage à l'échelle, on a des logiques d'organisation qui se referment un peu sur les soldats innovateurs et sur leurs produits, et qui tendent, selon les mots des opérationnels interrogés, à tuer l'innovation et conséquemment à les empêcher d'en bénéficier au moment de leur mission, les poussant donc à trouver des stratégies de contournement aux règles en vigueur. Les injonctions contradictoires qui sont portées par notamment les acteurs politiques, à un discours très pro-innovation, mais de fait des difficultés dans la réalité à passer à l'échelle. Une double appréhension aussi de la BITD, c'est-à-dire que selon les textes, la BITD, donc la base industrielle et technologique de défense, va soit concerner les PME, soit les grosses industries. Donc c'est un peu une sorte de concept malléable selon les discours. Donc tout cela entraîne des incompréhensions et des tensions de part et d'autre, et semble défavorable aux petites innovations qui sont développées par les militaires dans le cadre de leurs pratiques professionnelles, notamment développées dans des labs, on n'en a pas trop évoqué, mais voilà, qui depuis 2017 aussi fleurissent un certain nombre de labs et tout ce jargon-là très pro-innovation, mais qui dans les faits reste assez limité. Donc deux visions de la souveraineté se confrontent, ce que nous avons appelé cette souveraineté opérationnelle et la souveraineté industrielle portée par la DGA. Chacune reflète des perceptions différentes de la politique de défense à tenir pour garantir la souveraineté de l'État, par des acteurs qui sont situés dans des logiques organisationnelles et professionnelles différenciées. Donc notre analyse, elle illustre des luttes de territoire qui, au sujet de la légitimité à définir des besoins technologiques et à y répondre, opposent des opérationnels qui innovent d'un côté aux administrateurs, état-major DGA, qui certifient ou donnent des autorisations sur des produits novateurs et qui équipent les forces. Plus généralement, et je finirai sur ça, notre recherche pose la question de savoir si l'innovation, telle qu'on l'entend dans le secteur privé, peut être calquée au sein de l'État, et qui plus est au sein d'un ministère régalien comme celui de la Défense. On assiste donc à une multiplication, comme je disais, de labs, qui sont souvent finalement en réalité pauvrement dotés, à une multiplication d'échelons intermédiaires, avec fleurissent des référents innovation dans à peu près tous les états-majors, qui créent finalement une complexification bureaucratique, et qui, on le voit, sert plutôt à un affichage politique ou de la part des états-majors être un peu bon élève en créant tous ces échelons, mais dans la réalité concrète, rendent finalement plus difficile le travail d'innovation des militaires. Dans le cadre d'un ministère qui est soumis à la commande publique, qui est soucieux de respecter un certain nombre de certifications, et c'est tant mieux, et qui est pris dans des enjeux industriels d'envergure, est-ce que finalement l'innovation ministérielle peut être agile, pour reprendre un terme à la mode, cet état justement agile qui est souhaité, qui est annoncé
par notamment les acteurs politiques depuis 2017 semble, d'après nous, nos recherches, relever aujourd'hui plus d'un mythe que d'une réalité, avec aucune véritable rupture majeure dans ce que nous constatons. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention à deux voix, qui nous montre qu'en effet, lorsqu'il s'agit de souveraineté de l'État, on a tendance à penser que tous les instruments qui permettent à celle-ci de s'exercer sont en quelque sorte internalisés par les ministères concernés. Et l'on voit qu'en pratique, eh bien, la place laissée à l'innovation, c'est aussi une place qui est laissée à ces soldats ou anciens soldats, à ces petites entreprises qui, au fond, apparaissent nécessaires pour qu'en pratique, eh bien, des missions essentielles à l'exercice de la souveraineté puissent se réaliser dans des conditions optimales. Reste que, et à mon avis c'est valable en matière de santé, en matière de police, eh bien, c'est très difficile de pouvoir faire en sorte que l'État puisse s'approprier de telles innovations dans le cadre de la réglementation existante, et notamment celle que vous avez évoquée en conclusion, celle de la commande publique. Pour terminer cette table ronde, une intervention de Thibaut Mullier, maître de conférence en droit public à l'Université de Paris-Nanterre, qui porte sur le sujet suivant, persistance et dépassement du rapport entre État, souveraineté et guerre. Merci, Monsieur le Président, et merci aux organisateurs pour ce colloque passionnant, et c'est toujours un plaisir de revenir à Paris. Alors, pour la science et la culture juridique, l'État est le référent initial ou ultime, le modèle paradigmatique d'organisation et d'exercice du pouvoir, en particulier celui de vouloir et de faire la guerre. Et c'est sur cette base que je voudrais introduire mon propos avec une vision juridique qui voit la relation entre État, souveraineté et guerre comme presque exclusive. D'abord, le rapport entre État et souveraineté est sans doute le plus intuitif en droit public. Les juristes l'entendent généralement, la souveraineté, comme un pouvoir qui a pour caractéristique, d'une part, d'être unique, indivisible et supérieur à tout autre pouvoir de son cercle de juridiction, c'est la souveraineté interne qu'on a déjà entendue, et d'autre part, d'être dans son ordre externe, incapable d'être dominé en droit par une autre puissance, c'est-à-dire par un ou des autres États, et c'est la souveraineté externe. Et cette compréhension de la souveraineté, elle est donc statocentrée, mais cela c'était pas forcément évident. Les parlements d'Ancien Régime étaient vus comme souverains dans une certaine mesure. Baudin impute à la République la souveraineté, mais c'est celle législative du prince qui est visée. Hobbes évoque le prince ou l'Assemblée et non la souveraineté étatique. Bref, il y avait plusieurs titulaires possibles de la souveraineté. Ils ont pu changer, comme la Révolution française l'a montré. Mais les juristes ont fini par amalgamer en quelque sorte l'État et la souveraineté, d'abord par la doctrine internationaliste qui a imputé la souveraineté à la personne morale État avec Aimère de Vattel, et ensuite par la doctrine française bien inspirée par celle allemande de la Troisième République qui a systématisé l'assimilation de l'État à la nation souveraine. Et la souveraineté est comprise désormais comme une notion éminemment juridique qui inscrit la question du pouvoir politique dans le droit et apparaît donc, ça a été dit, comme consubstantielle à l'État. Ensuite, la relation entre guerre et État, Clastre parle d'un lien profond à la lecture de Hobbes, est mise en évidence bien évidemment par plusieurs disciplines, je pense notamment à l'importance de la socio-histoire, mais le droit y contribue aussi. À mesure que les guerres ont disparu des rapports intra-sociétaux, la guerre est devenue une chose publique de l'État, et dans ce mouvement historique, la guerre a été productrice de droit car elle justifie l'établissement de dispositifs, de procédures et de mesures utiles à son propre encadrement. Mais le droit envisage quand même toujours, dans une certaine mesure, la guerre d'un point de vue très statocentré, où la guerre serait la manifestation de sa souveraineté. Et en conséquence, l'État apparaît à l'interface, sur le plan juridique, en quelque sorte, de la dialectique entre guerre et souveraineté, car la guerre a façonné l'État, il est devenu le seul compétent pour la préparer et la prendre en charge, même si aujourd'hui, on peut, dans une certaine mesure, reconnaître des belligérants non étatiques, et il existe aussi des opérations de maintien de la paix sur des espaces presque transnationaux. Et l'État n'a eu de cesse d'entretenir son monopole sur la guerre au moyen de sa diplomatie et de sa production de normes internationales, où il est devenu, et il reste
malgré tout, un acteur, un producteur de droit et un acteur incontournable. Pourtant, des faits et des évolutions historiques qui ont affecté le droit affectent cette monopolisation étatique sans déloger l'État de sa centralité dans le rapport entre guerre et souveraineté. Dans son ouvrage « L'État postmoderne », Jacques Chevalier a démontré que la sphère des activités régaliennes est devenue friable, je cite, et ne constitue plus l'apanage de l'État. Si l'État reste toujours un garant, il recourt à l'externalisation, parfois aux sociétés militaires privées ou à des organisations militaires internationales comme l'OTAN et l'Ukraine l'a rappelé. Ce sont les signes que les États réévaluent en fait sans cesse la façon dont ils comprennent leur propre souveraineté en tant que fait institutionnel. Mais pour le juriste, l'essentiel est en quelque sorte sauf, puisque l'État garde la main sur la production du droit, il est omnicompétent par ailleurs, et il reste maître de tout ce qui est public. Il continue donc à produire du droit, le contenant, qui maintient une part du public et in fine une part d'État en matière militaire, même si une part croissante du privé est insérée dans ce contenant, ou bien une part de multilatéralisme. On observe donc un changement qui n'est pas radical, et on pourrait se dire que finalement, en droit, rien ne change vraiment. Mais je voudrais essayer de proposer un regard plus nuancé sur cette question, parce que l'État persiste à se situer au centre de la dialectique guerre-souveraineté. C'est ce qu'illustre l'étude de cas de 3 récentes jurisprudences. Mais derrière cette persistance se cache peut-être une relativisation possible de l'État. Alors, premier temps de mon intervention, c'est plutôt la persistance de l'État pour vouloir et faire la guerre. Alors, l'intégration des États à différents ordres juridiques peut parfois conduire à une sorte de grignotage de leur propre souveraineté. Mais il y a des résistances qui cachent en fait une persistance à placer l'État au centre du rapport guerre et souveraineté. Et à ce titre-là, 3 jurisprudences me paraissent intéressantes. Elles portent sur l'organisation des forces armées, en particulier leur disponibilité en tout temps et en tout lieu, mais c'est quelque chose finalement d'indispensable pour ensuite décider de recourir et conduire bien évidemment une guerre. Alors je présente rapidement ces 3 jurisprudences. La première du Conseil constitutionnel, en fait c'est 2 décisions à la suite de questions prioritaires de constitutionnalité de 2014 et 2015, où le Conseil constitutionnel français consacre un principe manifestement de valeur constitutionnelle de libre disposition de la force armée. Et selon ce principe, des droits et libertés reconnus aux citoyens, normaux entre guillemets, peuvent connaître des limitations lorsque sont concernés les citoyens militaires. C'était le cas pour l'exercice d'un mandat électoral quand on est en activité, mais on peut l'envisager aussi pour la liberté d'association. Deuxième jurisprudence, c'est une jurisprudence de la Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne qui a estimé en juillet dernier que la directive de 2003 relative à l'aménagement du temps de travail était applicable aussi aux militaires. Et ces derniers peuvent donc bénéficier, dans une certaine mesure, de certains droits, au même titre que d'autres travailleurs. Mais conformément à l'article 4, paragraphe 2 du traité sur l'Union, la Cour a en même temps rappelé que l'Union doit respecter les fonctions essentielles de l'État, et cette réserve de compétences, notamment en matière de sécurité nationale, ne permet donc pas de soustraire, certes, les militaires à l'application de cette directive, mais certaines des activités militaires, notamment celles opérationnelles, peuvent être écartées de l'application de cette directive au nom du bon accomplissement des fonctions essentielles de l'État. Et troisième jurisprudence, on revient en France, un sous-officier de la gendarmerie départementale, donc là il y a beaucoup d'interrogations sur est-ce qu'on pourrait élargir la portée de cette jurisprudence à tous les militaires. Un sous-officier de la gendarmerie départementale française avait demandé au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer la directive de 2003 litigieuse, et le ministre lui avait opposé un refus explicite. Le Conseil d'État s'était donc prononcé, et après avoir fait application des jurisprudences du Conseil constitutionnel à la Cour de justice de l'Union, il a estimé que le droit de l'Union s'appliquait au cas d'espèce. Et il a ensuite estimé que les dispositions nationales qui régissaient le temps de travail dans la gendarmerie départementale étaient conformes aux objectifs de la directive européenne. Alors avec cet exemple, mais on pourrait aussi le voir en matière budgétaire, avec les contraintes de discipline budgétaire ou la porosité qu'il y a entre le public et le privé, l'intégration européenne, elle relativise la souveraineté et sa maîtrise de la guerre, qui est souvent présentée comme un noyau irréductible pour garantir sa conservation. Mais à rebours de certaines sorties d'anciens premiers ministres, pour certains même conseillers d'État, ou de certains membres de la doctrine, mais là il y a beaucoup plus d'opposition, eh bien ces 3 jurisprudences, et notamment celle de la Cour de justice de l'Union européenne, m'amènent à tirer 3 conclusions qui, d'ores et déjà, montrent, à mon sens, la persistance
et de l'État dans la dialectique guerre-souveraineté. Première série de conclusions, le Conseil constitutionnel, dans ses QPC, rappelle 2 éléments importants. Le premier, très classique, il rappelle implicitement la supériorité de la Constitution dans l'ordre interne, et c'est seul son juge, le Conseil constitutionnel, qui peut garantir en dernier ressort la disponibilité, l'efficacité des forces armées et, le cas échéant, limiter l'action du législateur national et européen. Deuxième conclusion, dans le cadre des QPC, le Conseil constitutionnel a substantifié le principe de libre disposition de la force armée, car la force armée doit être à disposition d'eux et non à la disposition de tel ou tel organe politique. C'est très cohérent avec l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais ça lui permet de rappeler et de s'assurer de la disponibilité, de l'efficacité de la force armée au service du pouvoir politique, pour garantir ensuite les intérêts fondamentaux de la nation. Deuxième série de conclusions, si la Cour de justice de l'Union européenne elle refuse de consacrer l'unicité du statut de militaire, elle ne fait pas pour autant, à mon sens, mais je ne suis pas le seul, Jean-Christophe Bidelin qui était là hier défendait cela aussi, elle ne fait pas primer le droit de l'Union sur les fonctions essentielles de l'État. Elle me paraît même précautionneuse en garantissant l'autonomie des États dans l'organisation de la sécurité nationale et des fonctions essentielles de l'État. Mais surtout, implicitement, à mon sens, la Cour de justice intériorise le principe de libre disposition de la force armée dégagé par le Conseil constitutionnel. D'une part, parce que la règle est intériorisée parce que la Cour applique la directive litigieuse qui elle-même prévoit des exclusions pour certaines activités inhérentes à la fonction militaire, et elle est intériorisée aussi négativement parce que, selon la Cour de justice, les activités qui ne seraient pas exclusivement militaires et donc potentiellement soumises à l'application de la directive, eh bien, au cas par cas, peuvent être écartées si jamais il y avait remise en cause, mise en péril de la disponibilité des forces. Et troisième série de conclusions, là c'est le Conseil d'État, il a placé 2 verrous normatifs, à mon sens, pour garantir ce principe de libre disposition de la force. Déjà, il ne reprend pas la terminologie du Conseil, il parle d'exigence constitutionnelle, il l'avait déjà fait par ailleurs, mais il n'utilise pas le terme de nécessaire, comme si le juge administratif, parce qu'il estime que le principe de libre disposition est à valeur constitutionnelle, alors cette nécessité découle d'elle-même. Et surtout, le second verrou, et là c'est à rebours de mon interprétation, selon laquelle la Cour de justice aurait intériorisé le principe de libre disposition, le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision qu'il n'existait pas dans le droit de l'Union de disposition au principe équivalent au principe de libre disposition de la force armée. Et donc, dans un futur contentieux, il pourra être amené à s'assurer de la pleine effectivité de ce principe constitutionnel. Là, il affirme une réserve de souveraineté qui, dans une certaine mesure, conforte l'État. C'est presque étonnant, même si ça peut se comprendre, mais dans une jurisprudence de 2015, la Cour de justice avait pourtant déjà consacré le fait que l'État puisse exercer son droit légitime à maintenir une force armée. Mais sans doute, il voulait sécuriser le fait que l'organisation des forces armées reste bien un choix souverain, comme a pu le dire la directrice du département des affaires juridiques du ministère des Armées. Donc, avec ces 3 jurisprudences, il y a une persistance de l'État qui, en fait, n'a rien d'étonnant pour le publiciste et celui qui observe la jurisprudence. Mais cette persistance, elle semble avoir lieu selon des modalités différentes qui, peut-être, m'amènent à relativiser l'État. Dans ce deuxième temps, je me pose 2 questions, mais je vais surtout développer une et l'autre, je dresserai des pistes. Mais la première interrogation, qui est très classique, mais si l'État renonce à vouloir faire la guerre, est-ce qu'il est encore souverain sur le plan juridique ? La réponse négative est presque instinctive. Mais, et peut-être que je ne me ferai pas des amis, elle pourrait aussi être considérée comme positive, car dans une certaine mesure, l'État consent librement à exercer le pouvoir avec autrui, voire à le déléguer à une autre unité politique, sous la réserve qu'il puisse se retirer unilatéralement, que ce soit réversible comme choix. Le Brexit a bien démontré que c'était possible. Au-delà de cela, l'exemple monétaire et la zone euro me paraît intéressant. La monnaie est bien antérieure à l'État, mais elle est tombée dans l'escarcelle de la souveraineté au moment de l'institutionnalisation de l'État. Et on a une jurisprudence de la Cour permanente de justice de l'Union, justice internationale, de 1929, qui rappelle que le droit de battre monnaie est un attribut de la souveraineté étatique. Mais la souveraineté monétaire ne signifie pas pour autant que la monnaie est réductible à l'État. L'emprise traditionnelle de l'État sur la monnaie peut disparaître sans que sa souveraineté monétaire
ne disparaissent elles aussi. On pourrait essayer d'appliquer le même raisonnement pour la guerre. Si demain des États consentent par traité international au nom d'une sorte d'un télos animé par un mouvement de subsidiarité ascendante à ce que la décision de recourir à la force militaire soit du ressort, par exemple, de l'Union européenne, la perte de l'emprise traditionnelle de l'État sur l'outil militaire ne lui ferait peut-être pas perdre son caractère souverain, même si, effectivement, ça éroderait un peu plus l'exclusivité de son pouvoir de domination, ce qui est contradictoire, en principe, avec la définition qu'on a de la souveraineté. Ça me fait penser à un concept développé par Alexandros Yannis sur le concept de souveraineté suspendue, alors qu'il avait appliqué plutôt à l'administration internationale d'un territoire, au Timor oriental, mais on serait dans une situation où il y a une sorte de délégation extraordinaire de pouvoir qui neutralise ou suspend partiellement la souveraineté de l'État sans qu'elle ne soit annihilée, puisque la réversibilité serait possible sur le modèle de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Cette gymnastique, même en droit, elle peut être envisageable, en tout cas c'est ma proposition, à condition de comprendre la souveraineté selon une approche quantitative et non plus seulement qualitative, comme puissance suprême. Et là, l'interdisciplinarité est importante. La politiste Sabine Sarruger dit dans un article à Ius Politicum que la souveraineté étatique n'est pas un objet immuable et statique. Si la souveraineté comme principe juridique est sans doute une réalité, seul son usage nous permet de voir les formes diverses qu'elle prend. L'institutionnalisation de la souveraineté, donc, est un processus permanent. Un exemple illustre, les membres de l'Union européenne comprennent différemment leur souveraineté quand ils alternent entre deux modes de prise de décision, intergouvernementale ou communautaire. Et rien ne les empêche d'ailleurs de changer ces méthodes, même si les révisions des traités et du droit primaire seraient bien sûr compliquées. Mais comprendre la souveraineté comme un fait institutionnel offre la possibilité de l'entendre aussi selon une approche quantitative. Et dans un article de Jean Combaco, très connu des juristes, notamment internationalistes à la revue Pouvoir, il parle de la souveraineté et il remarque que la souveraineté vient soit du latin summa potestas, puissance suprême, ce serait la souveraineté qualité, soit du latin médiéval superanus, c'est-à-dire suprématie de la puissance, et là on la verrait comme une souveraineté quantité. Et à partir de cela, à mon sens, envisager la souveraineté comme une quantité permet de dépasser le paradoxe de l'appréhension formelle de la souveraineté, selon laquelle un État garde sa qualité de souverain alors qu'il renonce, par exemple, à la guerre comme moyen de règlement normal de ses différends. Et les appréhensions différenciées de la souveraineté étatique témoignent que les États modulent la quantité de puissance qu'ils assignent à tel domaine d'action ou telle politique publique, et au même titre que le font certains États avec l'euro ou avec la justice pénale internationale, l'État pourrait très bien moduler sa propre puissance militaire. Il le fait dans une certaine mesure par sa mise en commun de programmes d'armement ou par une harmonisation très partielle des règles applicables au statut des militaires. Et en droit, il existe une échelle de normativité, il existe une distinction entre le principe d'égalité formelle et réelle. Pourquoi ne pas l'envisager pour la souveraineté? Ça relativiserait bien sûr l'État, mais c'est une réflexion que j'ai en cours. Ma deuxième interrogation, c'était plutôt sur est-ce que, à partir de là, le rapport entre guerre et souveraineté peut être envisagé en l'absence d'État sur le plan juridique, ce qui est a priori un non-sens, puisque souveraineté-État, du point de vue des juristes, est consubstantielle, d'ailleurs pas que du point de vue des juristes. J'avais plus de développement là-dessus, mais l'histoire, notamment du droit, et notamment la période révolutionnaire, montre quand même, notamment au moment des discussions sur la Déclaration des droits de l'homme et de la discussion sur l'article 12 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme, qui s'intéresse à la force publique, que 1789 et le droit public se fondent sans État, et que c'est la nation qui est bien titulaire de la souveraineté, et que l'État n'est pas le lieu juridique de son imputation. C'est une construction qu'il y aura après, qui va consister à amalgamer l'État et la souveraineté. Et donc, pourquoi ne pas envisager d'autres formes d'unité politique qui assumeraient la charge de la guerre, et pourquoi ne pas détacher désormais la souveraineté de l'État, qui est une construction historique après tout. Et à cette question-là, je pense que l'interdisciplinarité sera un précieux outil pour les explorer. Je vous remercie. Merci pour cette dernière intervention qui permet donc de relativiser de manière critique la place de l'État dans les relations délicates
entre la souveraineté et la guerre qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on dispose de quelques minutes pour poser quelques questions. Donc la parole est à la salle. Oui, bonjour, Philippe Vial, Paris 1. Une question pour Grégory et Luc. Une question d'historien pour leur demander s'ils ne font pas finalement de la belle époque, de l'époque de Oriou, de Duguy, une sorte d'âge d'or, de belle époque des relations politico-militaires, alors même qu'on sait qu'elle est une période de bruit et de fureur entre l'affaire Dreyfus, l'affaire des fiches, etc. Donc en d'autres termes, et si on pousse jusqu'à nos jours, la 4e République n'est pas davantage une période calme pour les relations politico-militaires. L'après-guerre d'Algérie me semble avoir été une période d'exceptionnalité. Alors est-ce que finalement on n'est pas à la recherche d'un référent idéalisé qui finalement n'existe que dans nos attentes? Est-ce que finalement la situation est si grave aujourd'hui? Merci Philippe pour cette question. Je vais peut-être juste répondre sur Duguy et Oriou et je laisserai Grégory parler de la situation actuelle peut-être. C'est sûr que le modèle de la suprématie civile de Duguy et Oriou, c'est un modèle idéalisé, mais on va dire ils écrivent justement dans le cadre de la construction de l'État républicain et du modèle de souveraineté nationale de l'État légal. Donc en fait, ils sont dans une démarche d'asseoir quelque chose et de justifier quelque chose, de l'inscrire comme un principe fort de l'État, mais ils n'ignorent pas évidemment la complexité des rapports entre militaires et civils. À l'époque, même si quand même, lorsque Duguy et Oriou écrivent sur ces questions-là, c'est fin 19e, début 20e, on va dire, la Troisième République, elle est sortie du pire, on va dire. L'affaire Dreyfus, c'est plus ou moins terminé quand même, mais bon, ok. Oui, certes, mais disons, au niveau des principes, la question est réglée. Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que les juristes et les universitaires l'affirment comme ça, et c'est une sorte d'affirmation les militaires ne sont pas contents, mais c'est pas notre problème, on s'en fiche un petit peu. Et de l'autre côté, les militaires ne sont pas contents, mais ils grognent dans leur coin. D'une certaine manière aussi. Donc c'est aussi une affirmation de suprématie qui n'est pas dans le dialogue du coup. C'est vraiment chacun de son côté en fait. Et c'est Duguy et Oriou qui ont raison à la fin parce qu'il n'y a pas eu de coup d'état militaire. Mais à l'époque où ils écrivent, c'était peu probable de toute façon. Je suis d'accord Philippe avec l'argument général. Pour parler de détérioration, encore faut-il identifier un âge d'or, ça je suis d'accord. L'autre piège qui est le nôtre, pour la littérature qui est celle que j'ai à portée de main, c'est que c'est très normatif. On a des modèles de contrôle civil de la force armée. Donc c'est vrai qu'on a la tête dans le guidon et qu'entre la démission de général De Villiers et la tribune de valeur actuelle, on a une séquence qui est peut-être surinterprétée comme étant un excès. Je vais quand même tenir ma position. Pour moi, la rupture majeure, elle se passe entre 1996 et 2015 et elle se fait en 2 temps. Et ce qui est intéressant sur les 2 éléments de la rupture, c'est qu'on met en place des réformes, les autorités politiques et gouvernementales mettent en place des réformes dont les effets sont l'inverse de ce qui était escompté. La professionnalisation, elle est là pour faire en sorte pour mettre les militaires sur le côté puisqu'on n'a plus d'ennemis aux frontières. Mais la professionnalisation, c'est grosso modo la reconnaissance de l'expertise des militaires, une diversification des métiers, une habitude à évoluer dans des arènes civilo-militaires au contact des autorités civiles, des diplomates, des hauts fonctionnaires de l'ENA. Et pour moi, le général de 2022 est autrement plus à l'aise dans les interactions avec les groupes professionnels que celui des années 80. Donc ça, c'est la professionnalisation. Le deuxième élément, l'effet non souhaité des mésusages de l'institution politique, c'est le post-2015. C'est le fait que le militaire soit cette figure rassurante du sacrifice au nom de l'État, du service de l'État, figure tutélaire des politiques publiques. Et ça, c'est un effet important. Et pour deuxième argument qui va dans le sens que oui, ça a bougé, ce qui m'étonne et ce qui mériterait d'être fouillé, c'est le cas américain. Aux États-Unis, depuis 20 ans, la plupart des historiens parlent de détérioration et d'érosion du contrôle civil de la force armée sur des arguments très proches du nôtre. Les autorités politiques ne sont pas formées à la chose militaire, ils s'en désintéressent. L'utilisation des militaires dans le cadre antiterroriste les place au centre de la sécurité nationale et leur usage sur le territoire national leur donne une visibilité qu'ils n'avaient pas avant. Donc pour moi, les années que nous vivons sont des années compliquées. Je le justifierai par... Alors, les effets non intentionnels, c'est pas les militaires. Je pense que les militaires sont beaucoup plus lucides sur cet état de fait que nos parlementaires ou nos hauts fonctionnaires civils. Mais moi, ce qui me trouble, c'est le cas américain. Le parallélisme qui me fait dire, bah non, c'est pas isolé, c'est pas forcément une parenthèse, en fait.
Merci. Je voudrais poser une question sur le chapitre concernant l'innovation participative et le rôle des soldats innovateurs. Je voudrais faire tout d'abord une première remarque, c'est le fait que j'ai été quand même choqué par la présentation qui évoquait l'innovation pour tuer. Je suis désolé, l'innovation également, dans ce cas-là particulier, peut être pour protéger ou pour se défendre. Donc je pense qu'il faut rééquilibrer le langage, s'il vous plaît. Est-ce qu'un masque à oxygène pour un chien que l'on embarque dans un avion pour aller courir des personnes en difficulté en montagne relève de la tuerie? Alors j'en viendrai maintenant, je dirais, au problème que pose effectivement l'attitude de la DGA en matière de prise en compte des demandes venant de ces soldats innovateurs et qui, si j'ai bien compris, ne seraient pas pris en considération par le dispositif actuel. Alors je dirais que la DGA n'est pas la seule administration dans cette situation et que lorsqu'on préconise l'utilisation d'un nouveau médicament, il y a quand même un organisme qui s'appelle la Haute Autorité de Santé qui est confronté dans un autre domaine d'application exactement à la même problématique. Alors je ne voudrais pas entrer davantage dans le détail, mais après avoir entendu ces critiques qui correspondent effectivement à votre enquête terrain, moi j'aurais souhaité que vous ne restiez pas au stade du constat, mais que vous faisiez des propositions. Donc, quelle est votre proposition ou quelles sont vos propositions? Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces remarques. Alors, innover pour tuer, c'est pas pour choquer bêtement, c'est que ce sont les mots en fait que nous avons rapportés du terrain. C'est-à-dire que c'est au cours d'un entretien avec enfin, je ne sais pas si on peut en parler comme ça, mais bref, ce sont des militaires qui nous ont dit textuellement, droit dans les yeux, que innover ici ne relevait pas du fun et du fluo, comme ça peut être notamment à l'université ou dans d'autres espaces, et qu'innover servait une mission bien particulière et que du coup ça devait être extrêmement pris au sérieux, puisque ce que eux concevaient servait à être plus efficace, notamment pour des missions de contre-terrorisme et de libération d'otages, qui impliquent soit de tuer, soit de ne pas être tué. Donc ça, c'est vraiment les mots des enquêtés que nous rapportons et qui sont brutaux et qui permettent aussi, dans une sociologie d'innovation, de mettre à distance un peu le caractère un peu enjolivé qu'on accole à l'innovation dans le monde militaire. De bien rappeler aussi, en posant ces mots qui sont des mots extrêmement violents, qu'on innove dans des objectifs bien particuliers et qu'il ne faut pas justement prendre cette innovation à la légère, qu'elle remplit une fonction tout à fait brutale et qui sert l'exercice du combat. En plus de cela, dans la présentation, on a bien rappelé aussi que innover pour tuer, mais innover pour éviter d'être tué ou innover pour éviter de se blesser. Quant au masque à oxygène pour chiens, les chiens qui sont parachutés à 10 000 mètres d'altitude ne servent pas à aller chercher des blessés en montagne, mais servent encore une fois des missions plutôt liées au contre-terrorisme et aux libérations d'otages. Donc ce n'est pas des chiens sauveteurs, hein. Rien à voir. Donc c'est des chiens pour la chute opérationnelle qui sont parachutés encore une fois à 10 000 mètres d'altitude et qui ne sont pas là du tout pour faire du sauvetage, qui sont là pour des missions d'attaque. Donc, encore une fois, innover, là, sert pour des missions guerrières qui impliquent parfois de tuer ou du moins de ne pas l'être. Sur la certification des technologies, et vous faisiez le parallèle avec la Haute Autorité des médicaments, on n'est pas en train de dire qu'il faut lever tous les verrous de la certification, d'autant plus que, en ce qui concerne la certification, la DGA, quand elle certifie, le certificateur de la DGA engage son nom en propre, c'est-à-dire que si par exemple il a certifié une technologie aéronautique, que l'avion se crache, la première chose qui se passe, c'est que le bureau d'enquête va se tourner vers le certificateur pour lui demander des comptes. Donc il y a une nécessité, ou du moins les acteurs de la DGA sont extrêmement vigilants sur ceux qu'ils certifient, et cela pour des bonnes raisons. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du fait des longueurs et du temps de la certification, les soldats vont mettre au point des technologies qu'ils vont utiliser alors même qu'elles n'ont même pas été testées. C'est-à-dire qu'ils vont contourner toutes ces choses-là et ils vont se mettre davantage en danger du fait justement de ce temps de la certification. Là, je parlais du harnais d'aérocordage qu'ils utilisent, et typiquement, ce harnais d'aérocordage, celui qui est certifié par la DGA, a tendance à produire des compressions sur l'air
très fait moral, et une partie des soldats tombaient perdaient connaissance au moment de descendre à la Corse, ce qui est quand même relativement embêtant. Et donc eux avaient conçu avec une entreprise locale un harnais qui les satisfaisait complètement, mais qui n'était pas certifié par la DGA, et avec lesquels ils faisaient sauter d'autres partenaires, d'autres forces spéciales avec qui ils échangeaient. Donc ils prenaient sur eux finalement la responsabilité d'utiliser du matériel qui n'était pas certifié, justement du fait de ce temps de la certification. Donc on n'est pas en train de dire du tout qu'il faut passer outre les marchés publics, qu'il faut arrêter avec la certification, etc., etc. On est simplement en train de dire que la mission de la DGA, quand elle s'occupe de programmes longs, ou la DGA, quand elle s'occupe de programmes longs, est extrêmement efficace, qu'elle fait très bien son travail, qu'elle fait en sorte de tenir un peu la voracité de certains industriels, mais par contre, elle n'est pas bien dimensionnée pour cette innovation, pareil pour les opérateurs, et que finalement, là, il y a quelque chose à produire ou des réformes à engager qui permettraient à ces petites technologies-là, qui relèvent vraiment du low-tech, qui ne s'inscrivent pas dans de la grande R&D, mais qui permettraient de faciliter leur passage à l'échelle, de telle sorte que les militaires ne soient pas obligés de contourner les règles et de se mettre en danger en propre. Puisque là, alors là c'est juste une anecdote, mais on a visité un avion qui est maintenant sorti du service, qui était utilisé par un régiment de transport des forces spéciales, le régiment Poitou. Je pense que vous faites entrer n'importe quel ingénieur de la DGA dans cet avion-là, l'ingénieur de la DGA perd connaissance. C'est-à-dire que vous avez des multiprises qui courent à travers l'avion, vous avez des râteliers à fusil sur des portes de secours, c'est complètement insensé. Et si c'est fait aussi comme ça, c'est pour s'adapter aux exigences de la mission, et finalement ils outrepassent et ils se mettent eux-mêmes en danger du fait de ce mauvais ou du dimensionnement pas adapté de la DGA par rapport à ces missions-là. Mais on n'est pas en train de dire qu'il faut passer outre les marchés publics ou qu'il faut passer outre la certification. Bonjour, je suis Louis Courtivron, ancien officier général. Donc je voudrais apporter quelques précisions par rapport à ce qui a été dit et une question. Et puis après je reviendrai sur l'innovation participative parce qu'il se trouve que j'ai été pendant 3-4 ans le conseiller opérationnel de l'innovation participative de la MIP. Et pendant 1 an j'étais chef de la CIP. Donc voilà, j'étais le premier chef de la CIP. Donc, et pour revenir, je fais juste une remarque. Comme exemple, il faut citer plutôt le plasma sanguin lyophilisé, qui est une innovation qui a démarré et qui, elle, est vraiment sur la protection des soldats et pour amener du sang sur le terrain en éliminant toutes les contraintes. Alors, je reviens juste sur quelques... La question que vous posez, Grégory et M. Klein, elle est, est-ce que, effectivement, l'officier général, maintenant à la retraite, a le droit d'être un citoyen ? Puisque quand vous parlez des généraux de 2e section, les signataires, la plupart sont à la retraite. Vous savez que depuis 3 ans maintenant, le général de 2e section que je suis, dans 1 an et demi, ne sera plus général de 2e section, il sera général à la retraite. Puisque tous les généraux nés avant 46, nés après 46, sont à la retraite à 67 ans. Mon père, qui était général grabataire, était encore 2e section, donc rappelable. Heureusement qu'il n'a jamais été rappelé à ce moment-là. C'est le premier point. Ensuite, vous nous dites qu'il y a une nouvelle expertise des militaires sur le travail auprès des personnes, des jeunes de banlieue. L'amiral de Bollardière, dans les années 80, avait institué quelque chose qui s'appelait les jeunes éduqués par le travail et qui correspondait à ça, à sortir des officiers, qui regroupait des gens qui sortaient de prison pour les réinsérer dans la vie civile. Je rajoute que sur les histoires d'hommes politiques, alors vous sortez le lieutenant Gonel qui a été mis en détachement, mais comme tout fonctionnaire peut être mis en détachement pour faire un autre métier, a été mis en détachement pour être élu, a été élu La République En Marche, mais il ne faut pas oublier que le général Bijard a été secrétaire d'État de la Défense et député dans les années 80. Donc je ne vois pas très bien ce qu'il y a de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, et ça vous l'avez dit, c'est le fait des réseaux sociaux, et de la jeunesse des réseaux sociaux, et que le militaire, c'est un homme comme les autres, et que comme les autres, le jeune lieutenant de 25 ans, il se lâche sur les réseaux sociaux, et il se lâche d'autant plus facilement qu'il peut le faire de façon anonyme. Et ça permet de sortir des vrais excès dans la parole. Alors ma question elle est double. C'est comment est-ce qu'on fait pour s'affranchir de tout ça et vérifier que les officiers, et les militaires d'ailleurs en général, puisqu'il n'y a pas que les officiers là-dedans, sont réglés. Et quelque part, est-ce que le fameux DICAF de Genève
le contrôle démocratique des forces armées qui existent à Genève sous l'ONU a un nouveau rôle à jouer, a d'autres études à faire, a d'autres travaux à faire, puisque aujourd'hui ils sont plutôt tournés vers le contrôle démocratique des forces armées en Afrique. Voilà, ça c'est la partie pour vous. Et maintenant pour ce qui est de l'innovation participative, alors c'est très intéressant, ça m'a baigné dans 4 ans de bonheur, parce que quand vous êt général et que vous aidez le caporal-chef c'est un petit soldat, hein, à monter des choses, c'est extraordinaire. Je crois que les propositions dont on parle, elles sont un peu compliquées. Elles sont compliquées parce que le soldat, il fait quelque chose, il fait un prototype, et que le prototype, il se dit, ça va me servir seulement. Derrière, il y a un problème de budget. Donc, où je vais trouver le budget? Mais ça, c'est l'excès inverse. Et il y avait des gens dans l'agence d'innovation de défense qui m'expliquaient, il ne faut surtout pas leur laisser l'initiative, on prend leur idée et on va le développer dès le début comme programme. Donc on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais, et surtout on dépossède le soldat de son idée, ce qui est dramatique. Voilà. Et alors, ce que je voulais rajouter, ça y est, je ne sais plus où je voulais en venir, mais ça va venir. Oui, la question qu'on peut se poser quand même sur... Moi, j'étais très étonné quand j'étais invité dans différents séminaires, colloques, conférences sur ce sujet-là, c'est le fait que quand j'en parlais aux industriels, les industriels me disaient, votre truc c'est génial, il faut qu'on fasse pareil. Parce que quand on fait la totalité des innovations poussées et des innovations mises en service, on arrive globalement à un taux de 25%. C'était l'étude qu'on avait faite. Aucune entreprise, quand on le faisait, alors ça a évolué maintenant, était capable de faire ce taux de 25%. Et pourtant, eux, ils ont les moyens financiers, juridiques, d'engager directement le processus. Donc, est-ce que cette comparaison a été faite? Et là, je vais vous poser une question, et je n'ai jamais eu la réponse des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement des entreprises pour avancer pour ce qui est des institutions publiques? Merci. Tu veux répondre, ou je réponds? Merci pour votre intervention, et puis je serais très heureux de pouvoir faire un entretien avec vous rapidement. Si. Alors, juste là, il y a quelque chose qu'on est en train d'éprouver sur le terrain, et ce qui nous... c'est vrai que le taux de réussite, en termes de prototypage, il est assez exceptionnel. C'est-à-dire que les prototypes qui sont soutenus par la CIP marchent bien. Et là, le retour qu'on a des forces est extrêmement positif. Et comme je le disais, c'est dans la suite du passage à l'échelle que ça pose problème. Et là, nécessairement, ils sont confrontés à des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Après, moi, ce que j'ai vu, ce qu'on a vu avec Violette et ce qui nous paraît poser problème, c'est que finalement, il y a une sorte d'idéal de l'innovation qui est repris du civil et retranscrit dans l'armée, où innovation est toujours liée à entrepreneuriat. Donc on demande aux gens d'être innovateurs, entrepreneurs, comme c'est le cas dans le civil. Et ce qui est un modèle qu'on connaît bien à l'université, où on demande notamment aux enseignants-chercheurs d'être innovateurs, entrepreneurs. C'est une sorte de nouveau modèle un peu comme ça qui s'impose. On demande pareil un peu dans les forces armées, sauf que tant qu'ils sont innovateurs, ça va. Mais à partir du moment où ils sont suffisamment, où ils possèdent encore leur innovation, comme vous l'avez dit, et qu'ils se projettent dans quelque chose qui ressemble à de l'entrepreneuriat, à ce moment-là, l'institution se referme sur eux aussi, puisque finalement le modèle de l'entrepreneur rentre en contradiction un peu avec le modèle du soldat. Et ça, on l'a vu de manière tout à fait saillante avec l'inventeur du pare-soleil pour les Rafales, qui lui s'est dit qu'il tenait quelque chose de finalement facile à la fois à concevoir et à commercialiser. Et donc il a eu un soutien très, très, très fort de l'institution au moment du prototypage. Et quand il s'est lancé dans les démarches pour l'inscrire dans la propriété intellectuelle, pour monter des entreprises et pour lancer la commercialisation, là, toutes sortes de soutien s'est refermé. Et ça, on l'observe à différents degrés. Ce qui nous laisse entendre finalement que ce taux de 25%, il est déjà extrêmement fort, mais il ne nous semble pas pouvoir aller beaucoup plus loin du fait qu'on a calqué un modèle d'entrepreneur innovateur, mais qu'on donne la possibilité d'être innovateur sans jamais entreprendre finalement. Et ce qui, moi, me paraît être quelque chose de bien, hein, c'est-à-dire des soldats qui commenceraient à inventer tout un tas de technologies guerrières pour ensuite monter une entreprise, ça ne me paraît pas être un bon modèle. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a en fait une sorte de décorrélation entre l'affichage public de ce modèle innovateur-entrepreneur et puis les possibilités effectives qui leur sont données, ce qui produit finalement du ressentiment et une sorte de critique à l'égard de l'entièreté de ces dispositifs, puisque là, les opérateurs avec qui on a fait des entretiens nous disent, typiquement dans les forces spéciales, on ne le refera pas.
C'est-à-dire que le surtravail que ça induit, c'est pour ça qu'on parlait de perruque inversée en référence à la perruque dans le monde industriel, c'est-à-dire que les dons que ça implique en termes d'argent, de temps de travail, de soucis, avec en plus un milieu qui leur est extrêmement lointain. C'est-à-dire qu'un commando des forces spéciales, quand on commence à lui parler de droit, d'un coup, il est un peu moins balèze, quoi. Donc tout ça pour dire que, voilà, il me semble que ce calcage du modèle innovateur-entrepreneur, il est discursif, mais comme il n'est pas possible, ça produit du ressentiment et que ça produit ça démotive en fait à long terme cette capacité des forces à proposer des innovations. Mais je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Très bien. Alors sur cette question j'aimerais revenir sur du militaire et du citoyen. Le malaise, à mon sens, en France en particulier, il est lié au fait que la France, d'une certaine manière, entre deux eaux, en fait. C'est que cette question, c'est ce que j'appelais la tradition républicaine de la suprématie civile, elle était très longtemps dans l'histoire républicaine réglée, en fait. Vous êtes militaire, et vous êtes d'abord militaire, et vous êtes ensuite citoyen. C'est-à-dire que vos droits de citoyen sont fonction des restrictions qui vous sont imposées par l'État militaire. Donc vous êtes d'abord militaire et ensuite citoyen, éventuellement. Et ça, c'est le modèle classique français qui était, bon ben voilà, c'est comme ça qu'on interprète la suprématie civile, et c'est par ça, en fait, qu'on garantit la suprématie civile. C'est en traitant les militaires comme ça qu'on garantit qu'ils ne prendront pas le pouvoir ou qu'ils ne déstabiliseront pas les institutions. Ça, c'est la conception française. Et ça, en fait, ça a été impacté par les Américains d'abord, mais aussi surtout par un nouveau modèle concurrent qui est celui du citoyen en uniforme, qui vient en fait de l'Allemagne de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui eux en fait ont eu l'occasion absolument unique de renverser totalement la logique, parce que d'une certaine manière, la France s'est démocratisée, elle était déjà là, l'État français s'est démocratisé alors que l'État existait déjà et que l'armée existait déjà. Donc d'une certaine manière, l'armée et l'État préexistaient au mouvement de démocratisation. Et du coup, la freiner en ce qui concerne la force armée. Alors qu'en Allemagne, ils ont eu l'occasion unique qu'ils ont été totalement démilitarisés, on a totalement licencié leurs armées, on a mis en place la démocratie, et ensuite on a reconstruit une armée qui, du coup, devait se reconstruire dans un cadre qui lui préexistait. Et c'est eux qui ont inventé cette idée du citoyen en uniforme, où là, en fait, c'est même une hiérarchie à 3 étages. C'est que d'abord, vous êtes un être humain, donc vous avez le droit à la dignité. Ensuite, vous êtes un citoyen, donc vous avez droit aux droits du citoyen. Et ensuite, et seulement ensuite, dans la mesure où c'est compatible avec les deux premiers, vous êtes un militaire. Et donc, on a une inversion totale. Et ça, c'est ce modèle-là, le modèle allemand, et qui a commencé à influer de plus en plus dans les années 2000-2010, en particulier dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et même on pourrait revenir dessus, c'est plus compliqué. Et quand ça arrive en France, ça crée un malaise. Parce que d'un côté, on va dire, d'un côté, certains vont dire c'est bien pour la libéralisation de la prise de parole des militaires, et c'est favorable au mouvement des droits individuels des militaires. Et de l'autre côté, d'autres qui vont dire oui, mais attention, ça politise, ça remet en cause la hiérarchie, etc. Et là, moi, il y avait juste un point que j'avais trouvé très intéressant. J'étais intervenu à l'IHEDN il y a 2 ans, et il y avait d'une certaine manière deux questions, et du coup devant un public de militaires, et j'avais été frappé d'une sorte de dissonance cognitive. C'est quand on parle de prise de parole, de prise de position, tout le monde dit oui, on est citoyen, on doit pouvoir prendre la parole en tant que citoyen, tout ça, d'une certaine manière, vive l'état de droit. Et ensuite, on avait la question de la régulation du temps de travail et de l'application de la directive de l'Union européenne à la disponibilité des forces armées. Et là, c'était tout de suite « Ah non, on ne veut pas de ça. La force armée, vous savez, c'est quelque chose de très différent. Chez nous, on n'est pas des civils, donc c'est totalement différent. » Et je trouvais que c'était... Évidemment, je caricature les deux positions, hein, bien entendu. Mais c'est pour une sorte de dissonance. On veut bien la libéralisation quand celle-ci s'accompagne de nouveaux droits pour les militaires, et ensuite, dès qu'on importe d'autres choses en termes de devoirs, cette fois pour l'institution militaire, là, on dit « Ah oui, mais attendez, c'est quand même un petit peu spécifique. » Donc en fait, je ne dis pas que l'un ou l'autre sont condamnables, mais je trouve que ça montre bien qu'on est justement entre deux eaux. C'est qu'en fait, pour l'instant, le modèle français se cherche d'une certaine manière là-dessus, je pense. Non, malheureusement, on ne peut pas la prendre. On va être vraiment très, très autoritaire sur ce point. Exactement, ce sera l'occasion d'échanger. Rendez-vous dans 10 minutes.